Bien, eh bien, écoutez, mes chers collègues, je vous propose de commencer cette réunion, puisque nous entamons aujourd'hui avec nos collègues Jean-Charles Arsenault et Jean-Louis Thiriot, d'une certaine manière, la restitution des travaux des 5 missions d'information lancées en novembre dernier. Comme vous le savez sans doute, 3 de ces missions d'information portent directement sur le thème lié à notre cycle d'audition actuel sur la défense globale, pour respecter la doctrine du maréchal Foch qui prévoit la concentration des efforts, tandis que 2 ont des objets plus spécifiques, tel le cas de la mission aujourd'hui dont les travaux nous sont présentés sur l'industrie de défense européenne, mais nous aurons également prochainement une mission sur le rôle de la France dans l'OTAN de nos collègues Anne Genetet et Bastien Lachaud. Conformément à la nouvelle règle adoptée par le Bureau, vous avez tous reçu le projet de rapport. Et vraiment, je voudrais en remercier les rapporteurs qui inaugurent ainsi le respect de cette nouvelle règle. Et j'espère que cette transmission préalable permettra une interactivité renforcée avec des échanges encore plus nourris et plus denses que d'habitude. Sur le délai de transmission de ce projet de rapport, je rappelle que nous avons demandé un envoi au moins 24 heures avant la séance. Concernant le thème de cette mission d'information, j'estime que le bureau de la Commission a eu le nez creux, si vous me pardonnez l'expression, en proposant cette mission en fin d'année dernière. Car force est de constater que le rôle de l'industrie de défense en Europe s'est imposé dernièrement comme un thème majeur du débat public, en lien bien évidemment avec la situation en Ukraine et notre capacité à soutenir les forces ukrainiennes. Et puis on a eu beaucoup de débats également ces dernières semaines, encore à l'instant, sur la part d'acquisition des Européens sur des dépenses, sur des matériels en tout cas extra-européens, qu'ils soient de Corée du Sud, qu'ils soient d'Israël ou qu'ils soient américains par exemple. L'actualité est donc très foisonnante à ce sujet-là. Je peux citer depuis novembre dernier notamment la publication par la Commission européenne d'une stratégie pour l'industrie de défense, EDIS, d'un projet de fusion entre Arcus et Cockerill, de KNDS et Leonardo qui annoncent un partenariat dans le secteur terrestre, sur des coopérations industrielles qui avancent, la phase 1A du projet MGCS, avec la visite encore ces derniers jours de Boris Pistorius, ministre de la Défense allemande, ici à l'hôtel, enfin juste à côté à l'hôtel de Brienne. Enfin, des ventes majeures d'équipements auprès de nos partenaires européens ont été annoncées. Je pense notamment au sous-marin Barracuda de Naval Group aux Pays-Bas, ce qui est une excellente nouvelle. Et j'oublie sans doute encore d'autres événements d'actualité importants. Et j'imagine, cher rapporteur, qu'une telle profusion, une telle actualité a pu être source de nombreux défis pour votre rapport. Messieurs les rapporteurs, vous avez mené des travaux particulièrement denses avec près d'une 50aine d'auditions à Paris et une trentaine d'entretiens à l'étranger lors de vos déplacements, aussi bien à Stockholm, à Rome et à Varsovie. La densité de vos travaux est reflétée par la richesse de votre rapport, car vous faites non seulement un diagnostic détaillé de la situation actuelle de l'industrie de défense en Europe, mais vous avez également élaboré un grand nombre de propositions très concrètes et détaillées qui s'apparentent à un véritable plan d'action structuré en faveur de l'industrie de défense en Europe. Je remarque que le titre de votre mission d'information est formulé sous forme de question. La mienne sera donc simple. L'industrie de défense en Europe contribue-t-elle à l'autonomie stratégique en Europe ? Et le cas échéant, comment renforcer cette contribution ? Messieurs les rapporteurs, vous disposez d'une 40aine de minutes pour nous livrer votre réponse, à la suite de quoi le débat avec nos collègues s'ouvrira. Et je crois que je dois laisser désormais la parole à Jean-Charles Arsenault. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour ces mots d'introduction. Je vais immédiatement remercier l'administration de cette commission qui fait un travail remarquable et tout particulièrement Aurélien Nicodot, notre administrateur qui nous a accompagnés sur cette mission avec une grande finesse de jugement et d'analyse et je l'en remercie infiniment. Cette mission fut dense, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Elle fut surtout passionnante et je crois aussi l'objet de passionnés de la matière. Je me tourne vers mon co-rapporteur. Et passionnante parce qu'elle s'inscrit au cœur d'enjeux stratégiques actuels et de défis que doit relever évidemment notre continent. L'Europe est, je crois, et nous en sommes très conscients dans cette commission, à un tournant de son histoire. Je crois que chacun de nous a conscience au sein de cette commission que c'est le cas, même si nos avis sur les solutions et les pistes peuvent diverger. La guerre en Ukraine marque évidemment la fin des illusions collectives qui nous ont bercés depuis la chute du mur de Berlin, l'illusion d'un monde durablement pacifié, sous l'effet d'une sorte de mondialisation heureuse, l'illusion d'un monde où l'Europe imposerait un modèle de démocratie libérale par la seule attractivité de son soft power, comme on dit, fondé sur le marché et le droit,
l'illusion d'un monde où il n'était plus nécessaire d'investir dans son outil de défense, compte tenu de la disparition durable, pensait-on, de toute menace existentielle sur notre continent. L'illusion d'un monde aussi où l'aggravation de nos dépendances stratégiques nous était presque indifférente, car seul comptait sans doute le bien-être du consommateur, érigé en horizon ultime des politiques européennes. La guerre en Ukraine, à cet égard, a sonné comme un véritable réveil brutal pour nous, Européens. Nous sommes soudainement aperçus que, pendant que nous nous glorifions des dividendes de la paix, nos compétiteurs seraient armés massivement. Quelques chiffres qui sont extrêmement parlants. Plus 600% de dépenses de défense pour la Chine entre 1999 et 2021. Plus 300% pour la Russie. Plus 20% seulement pour l'Europe. Donc ces chiffres se passent de commentaires. Nous avons donc brutalement pris conscience que nos dépendances industrielles, énergétiques et alimentaires constituaient autant de sources de vulnérabilité à l'égard de nos compétiteurs. Nous avons enfin, et surtout, je dirais, constaté que des décennies de sous-investissement dans notre outil de défense avaient un prix, en l'espèce, l'incapacité d'assumer la sécurité collective de notre continent, comme l'illustre de façon dramatique l'inadéquation de notre soutien à l'Ukraine. Soutenir l'Ukraine sans affaiblir nos propres armées, telle est l'équation presque insoluble qu'a dû affronter chaque dirigeant européen en raison de la réduction drastique du parc et des stocks de nos armées. Dans ce contexte, il existe au fond deux options pour l'Europe. Soit nous continuons comme aujourd'hui, en déléguant notre sécurité et donc aussi notre prospérité aux États-Unis, car certes, l'Europe se réarme aujourd'hui, c'est un fait, les budgets de défense sont en hausse, c'est incontestable, mais l'Europe se réarme essentiellement à l'heure américaine, nous y reviendrons. Bon, ce qui revient globalement à aggraver la tutelle américaine, ce qui revient également à jouer, j'aime bien cette expression, notre sécurité au dé à chaque élection américaine. C'est la formule du commissaire Thierry Breton. Ce qui revient enfin à ce que l'argent des contribuables européens finance finalement les emplois américains dans l'industrie de défense. Et pardonnez-moi cette légère digression, mais cela me paraît important dans un panorama global, alors que l'épargne collective européenne, largement investie dans des fonds de pension outre-Atlantique, finance significativement l'économie américaine, ainsi d'ailleurs que l'a souligné Enrico Letta dans son récent rapport sur le marché intérieur, et que l'Europe devient également de plus en plus dépendante au gaz américain. Donc épargne, gaz et maintenant défense, voici au fond les trois piliers de notre dépendance aux États-Unis, une dépendance qui sera durable si nous n'y prenons pas garde. Soit, deuxième option, et c'est bien évidemment l'option que nous privilégions avec mon co-rapporteur, l'Europe entame sa mue stratégique et réinvestit avec vigueur sa dimension militaire et de puissance pour construire une véritable autonomie stratégique. Alors, faut-il parler d'autonomie stratégique européenne, expression franco-française, souvent, surtout naguère d'ailleurs, mal comprise de nos partenaires, ou d'autonomie stratégique en Europe, comme nous le proposons peut-être un peu plus prudemment, finalement, au fond, peu importe, du moment qu'on s'entend sur les objectifs communs qu'il nous revient de fixer. Il s'agit d'être en mesure, concrètement, de peser sur la sécurité de notre continent pour faire face collectivement à un double défi. À court terme, le défi du soutien à l'Ukraine. Il n'est pas anodin d'ailleurs que le président ukrainien soit en vérité le plus fervent partisan et le premier promoteur de cette notion d'autonomie stratégique en Europe. À moyen terme, et quelle que soit l'issue du conflit en Ukraine, au fond, parce que j'insiste sur ce point, face au défi de l'ambition impérialiste de la Russie dans son combat contre ce qu'elle appelle l'Occident global. Dans ce contexte de la nécessaire affirmation d'une Europe puissance, l'industrie de défense a bien sûr un rôle majeur à jouer. La guerre en Ukraine a rappelé cette évidence malheureusement trop souvent oubliée. Les capacités de production des belligérants et de leurs alliés sont déterminantes dans l'issue d'un conflit de haute intensité, et gagner la bataille de la production, c'est bien souvent gagner la guerre. Or, la guerre en Ukraine a révélé les carences de l'industrie de défense en Europe. En raison de décennies de sous-investissement, on l'a dit, dans un contexte de baisse des commandes étatiques, les industries de défense européennes n'ont en effet pas été capables de répondre efficacement au double enjeu posé par le soutien à l'Ukraine. D'une part, le recomplètement rapide
des capacités cédées par les États membres à l'Ukraine, d'autre part, la livraison de munitions et d'équipements au bénéfice direct de l'Ukraine. L'incapacité de l'industrie de défense européenne à livrer rapidement les matériels demandés explique également que les pays européens se soient naturellement tournés vers des pays tiers pour leurs approvisionnements en équipements militaires depuis février 2022. Dans ce contexte, nous militons avec mon co-rapporteur pour un véritable changement de paradigme pour cette industrie de défense européenne. L'industrie de défense européenne ne peut plus, ne doit plus continuer de fonctionner comme elle l'a fait pendant des décennies, avec des séries de production limitées, des stocks presque inexistants, une tendance à la surspécification des équipements, une indifférence à peu près générale au délai de livraison, et des coopérations industrielles qui ont pour seul but de faire au fond monter aux compétences les industriels nationaux des pays coopérants. Le changement de contexte stratégique exige une sorte de révolution copernicienne, le mot est fort mais je l'assume et nous l'assumons je crois, de l'industrie de défense en Europe. Il en va de la crédibilité de notre soutien à l'Ukraine, mais aussi à plus long terme notre capacité de dissuasion, ou de découragement si vous voulez pour rester dans le lexique français, à l'égard de la Russie. Parce qu'il faut bien comprendre que la profondeur de notre industrie de défense constitue en fait le principal outil de dissuasion en soi. Les Américains, pour ça, parlent d'economic deterrence, donc de dissuasion économique, à propos de leur BITD. Et ce n'est pas un hasard, à mon avis, si le nouveau ministre de la Défense russe est un économiste. Cela révèle aussi que la montée en puissance de cette industrie de défense russe est un paramètre clé, peut-être le paramètre clé, évidemment à mettre en rapport avec le facteur humain, dans cette guerre. Cela doit donc aussi être notre objectif, naturellement. Faire de notre BITD européenne un outil de dissuasion économique et industrielle au service de l'autonomie stratégique de notre continent pour gagner la guerre avant la guerre, selon la formule du chef d'état-major des armées. Il en va enfin sur le plan opérationnel de la souveraineté des armées européennes. Tant que les pays européens achèteront massivement auprès des États-Unis, ils ne seront pas maîtres des conditions d'emploi d'export de le matériel, c'est clair. Et comme l'a rappelé le président directeur général de MBDA, si nous avons pu mettre des missiles Scalp, Storm Shadow sous des avions ukrainiens, c'est parce que nous étions autorité de conception et que nous n'avions à demander l'autorisation à personne. Donc l'objectif de notre rapport, c'est de contribuer à cette nécessaire réflexion sur l'évolution de l'industrie de défense en Europe, et nous proposons, dans la seconde partie de notre rapport, un certain nombre de pistes de réflexion dont vous pourrez juger. Vous avez reçu le rapport, je crois, dès ce lundi après-midi, si je ne m'abuse, donc ce qui a permis peut-être pour certains d'entre vous de le parcourir, réflexion et pistes de réflexion sur lesquelles nous reviendrons. Mais avant de vous les présenter, il nous faut tout d'abord vous rappeler les principaux constats que nous avons établis sur la situation actuelle de l'industrie de défense européenne, objet de la première partie de notre rapport. Et à cette fin, je cède la parole à mon excellent co-rapporteur. Merci, cher Jean-Charles. Mes chers collègues, effectivement, on ne peut proposer de pistes de solutions qu'après avoir un diagnostic clair. C'est la raison pour laquelle, avec mon co-rapporteur, nous avons identifié 4 grandes faiblesses structurelles de l'industrie de défense en Europe. La première faiblesse, elle est bien connue, c'est sa grande fragmentation. En vérité, l'industrie de défense européenne n'existe pas. Il n'existe que des industries de défense en Europe. Cette fragmentation se matérialise de plusieurs manières. Tout d'abord, les champions européens manquent pour la plupart de taille critique par rapport à leurs grands concurrents, notamment américains. Un seul chiffre pour bien mesurer l'ampleur du phénomène. Les 3 premières sociétés américaines pèsent plus en termes de chiffre d'affaires que l'ensemble des sociétés européennes classées dans le top 100 mondial des entreprises de défense. Dans le top 10 mondial, il n'y a qu'une seule société européenne, et encore celle-ci est britannique, puisqu'il s'agit de BAE Systems. J'en profite d'ailleurs pour dire que dans l'ensemble de notre étude, nous y reviendrons, nous avons plus réfléchi à l'Europe comme continent que exclusivement à l'Europe comme institution communautaire. En clair, il s'agit de dire que le Royaume-Uni a été dans le champ de nos réflexions. La deuxième caractéristique de cette fragmentation, c'est la forte duplication en Europe des systèmes d'armement. Une étude a ainsi conclu que l'Europe compte près de 180 types d'armements militaires majeurs contre 30 pour les États-Unis.
La cause de cette duplication, c'est qu'un trop grand nombre d'industriels européens interviennent sur les mêmes segments capacitaires. La conséquence de cette duplication, c'est que non seulement nous investissons collectivement moins que les États-Unis dans nos équipements militaires, mais que cet investissement est au surplus dispersé sur de multiples plateformes. Cette dispersion est évidemment préjudiciable sur le plan opérationnel, car elle réduit l'interopérabilité, et sur le plan économique, car elle limite les économies d'échelle. Enfin, cette fragmentation de l'industrie de défense en Europe se matérialise par l'hétérogénéité des modèles de BITD nationales. Le modèle français, d'une BITD qui équipe de façon souveraine son armée sur l'ensemble du spectre capacitaire, ce modèle de BITD, pourvoyeuse d'autonomie stratégique, est tout à fait singulier en Europe et je crois que nous pouvons en être fiers. Au Royaume-Uni ou en Allemagne, l'industrie de défense obéit à une logique davantage économique que stratégique. D'où le fait que ces pays ont davantage recours aux importations d'équipements militaires que nous et que l'État est très généralement moins présent au capital. Outre sa fragmentation, l'industrie de défense en Europe souffre de décennies de sous-investissement, conséquence notamment de ce qu'évoquait mon collègue Jean-Charles Larsonneur tout à l'heure. Ce déficit d'investissement, c'est sa seconde faiblesse structurelle. Je serai bref sur ce sujet parfaitement connu de vous, mais je souhaiterais mettre en exergue 3 éléments importants. Le premier, c'est que remettre en marche des lignes de production qui ont été fermées ou réduites à minima pendant des années du fait de l'absence de commandes étatiques, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, MBDA essaye de passer sa production de missiles Mistral de 20 à 40 missiles par mois. Cet effort est naturellement louable, mais une personne auditionnée a rappelé que dans les années 90, avant la mise à l'arrêt de la chaîne, la capacité de production était de 400 missiles par mois. On voit l'ampleur de la tâche. Le second élément est que ces années de sous-investissement n'ont pas tant affecté les capacités de production des grands maîtres d'œuvre que celles des sous-traitants de toute la supply chain. Pour rappel, notre pays, la France, c'est environ 4000 entreprises qui travaillent dans le secteur de la défense, indépendamment des grands ensembliers que nous connaissions tous. La fragilisation de la supply chain, qui se traduit concrètement par l'émergence de nombreux goulets d'étranglement, constitue certainement un des grands défis à relever pour être en capacité de produire plus et de produire plus vite. Enfin, c'est également dans ce contexte de sous-investissement que nous avons commis 2 grandes erreurs stratégiques dont nous payons le prix aujourd'hui. D'une part, l'abandon au niveau national de certaines compétences critiques. Je pense en particulier à la filière souveraine de la poudre, par exemple. D'autre part, la promotion d'un modèle basé sur les flux tendus et l'optimisation des stocks, ce qui a obéré durablement la capacité des industriels à remonter en puissance. C'est un sujet plus général, mais on doit passer d'une logique de flux à une logique au moins partielle de stock. Enfin, après la fragmentation et les conséquences de décennies de sous-investissement, j'en viens maintenant à la faiblesse structurelle de l'industrie de défense européenne et notamment de ses PME ETI, à savoir son sous-financement. Au niveau national, on a pu constater des améliorations notables s'agissant du financement bancaire, grâce notamment à la création du référent défense au sein des grandes banques, même si des difficultés peuvent évidemment persister au niveau local. Et je crois qu'on peut tous s'en féliciter collectivement, puisque ce sont des sujets sur lesquels notre commission, notamment dans le précédent mandat, avait insisté avec une mission parlementaire que j'avais eu l'honneur de conduire avec notre collègue Ballet-Blu sur le financement de l'industrie de défense. Et effectivement, tous les acteurs, DGA comprises, nous disent qu'il y a des améliorations, mais la situation est encore loin, évidemment, d'être parfaite. En revanche, le financement en capital des PME et ETI de défense souffre de la réticence très forte des investisseurs institutionnels.
les rares fonds spécialisés dans le secteur de la défense, tels celui de Weinberg Capital Partners, se sont heurtés à de nombreux refus d'investisseurs institutionnels qui invoquent à la fois le risque réputationnel et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, les fameux critères ESG, alors même, et j'y insiste, que ces derniers n'interdisent nullement d'investir dans la défense. Au niveau européen, une étude récente de la Commission souligne que 2/3 des PME ETI de défense sondées connaissent des difficultés pour se financer en capital et 50% des difficultés de financement bancaire contre, et c'est la comparaison qui est intéressante, 6,6% des PME en moyenne en Europe. C'est bien le secteur de la défense qui rencontre des difficultés particulières. Il s'agit d'un problème majeur, structurel, qui obère significativement la montée en puissance de ces PME ETI, car sans possibilité de financement extérieur par des levées de fonds, les investissements dans l'outil de production reposent exclusivement sur les seuls fonds propres. Enfin, quatrième et dernière faiblesse de l'industrie de défense que nous avons identifiée, elle réside dans sa dépendance aux pays tiers pour ses approvisionnements stratégiques et dans son exposition aux menaces hybrides. Il faut bien avoir conscience que l'exploitation de ces dépendances est devenue une véritable arme dans les mains de nos compétiteurs stratégiques, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine. Ainsi, la Chine joue un rôle majeur dans les goulets d'étranglement que connaît actuellement la filière obus en Europe. La Chine est en effet le premier producteur français de nitrocellulose, un dérivé du coton nécessaire à la fabrication de poudre. Or, depuis la guerre en Ukraine, la Chine privilégie les exportations de ce composant au bénéfice de son partenaire russe, par conséquent aux dépens d'industriels européens et donc de notre capacité à soutenir l'Ukraine. De même, la Chine a curieusement restreint ses exportations de gallium et de germanium, deux minerais utilisés dans les semi-conducteurs, dont est fortement consommatrice l'industrie de défense. On sait également que la dépendance au titane russe pour les industriels de l'aéronautique est très critique. Enfin, et c'est un réel souci, l'explosion survenue en novembre 2023 dans une usine de munitions de BAE Systems au Pays de Galles. Le récent incendie d'une usine de l'industriel Diehl à Berlin, qui fournit notamment les systèmes de défense antiaérienne Iris-T donnés à l'Ukraine, rappelle combien notre industrie de défense est susceptible de devenir la cible d'actes de sabotage physique de la part de nos compétiteurs stratégiques. Ces faiblesses structurelles s'inscrivent au surplus dans un contexte où la compétition entre entreprises européennes de la défense est très forte et a même tendance à s'accroître. Cela tient tout d'abord à la faiblesse de la coopération industrielle, malgré certaines avancées récentes sur lesquelles on pourra revenir dans les questions, phase 1A du MGCS, phase 1B du SCAF, seulement 18% des dépenses d'investissement des États membres sont effectuées de manière collaborative contre un objectif de 35%. Ce déficit de coopération industrielle peut certes provenir d'un manque de volonté politique, comme l'ont mis en exergue certaines personnes auditionnées, mais elle a, selon nous, pour principale cause les difficultés rencontrées par les programmes de coopération eux-mêmes pour toute une série de raisons que nous allons évoquer. Au titre de ces difficultés, qui les freinent et qui aussi peuvent en limiter l'intérêt, on peut citer les délais souvent excessifs des programmes de coopération. À titre d'exemple, nous avons tous à l'esprit l'Eurodrone. Les premières discussions ont eu lieu en 2013 pour une arrivée dans les forces prévues au mieux en 2030, dans un contexte stratégique radicalement différent, sans avoir la certitude que ce qui arrivera correspondra exactement aux besoins de l'époque. Autre difficulté, les exigences de retour sur investissement des pays participants
pour leurs propres industriels, ce qui aboutit à sacrifier le principe du best athlète à la seule fin de faire monter en compétence des industriels locaux. Cela complexifie également les chaînes de production, comme le montre le processus de fabrication du missile Aster, dont les composantes doivent franchir plusieurs fois les Alpes avant d'arriver à avoir un missile complet. Enfin, la plus-value des coopérations en termes d'harmonisation capacitaire est trop souvent réduite par la volonté des États membres de développer des spécifications purement nationales. Un exemple sur ce point, le NH90 comporte près de 50 versions différentes entre les différents pays européens. Outre les difficultés rencontrées par les programmes en coopération, la forte concurrence intra-européenne est également liée à l'affirmation de stratégies nationales non coopératives. Le spatial européen en est la première victime. Si le sommet européen de Séville de novembre 2023 a acté le principe d'un soutien à l'exploitation d'Ariane 6, celui-ci n'a été obtenu par la France qu'en contrepartie de 2 concessions majeures qui mettent à mal l'unité du spatial européen. D'une part, la rétrocession à la société italienne Avio de la commercialisation de Vega C, jusqu'ici réalisée par Ariane Group. D'autre part, le lancement, à la demande de l'Allemagne, d'une compétition européenne sur le segment des mini et des moyens lanceurs. C'est également aujourd'hui l'Allemagne qui demande la suspension du projet de constellation de satellites IRIS-2, au motif que ce projet serait trop favorable aux industriels français. Et ce, alors qu'il s'agit d'un projet essentiel pour préserver l'autonomie européenne en matière de télécommunications. Lorsqu'on évoque la réaffirmation des stratégies nationales concurrentes en Europe, c'est bien évidemment l'Allemagne qui est la première concernée. On pense aux 3 projets de coopération franco-allemands qui ont été torpillés par l'Allemagne. L'avion de patrouille maritime MOSE, le Standard 3 de l'hélicoptère Tigre, enfin le projet d'artillerie du futur CIFS. On pense également au projet de bouclier antimissile European Sky Shield, où l'Allemagne a pleinement su tirer du parti du Framework Nation Concept de l'OTAN pour s'imposer comme nation cadre de ce projet qui rassemble aujourd'hui 21 États, projet dont je rappelle qu'il en exclut MBDA, le grand leader européen du missile, et que la France n'a pas été associée à son lancement. Or, ce projet promeut des systèmes israéliens Arrow 3 et américains Patriot, alors même que, notamment, notre système de défense solaire franco-italien SAMTE aurait pu répondre aux besoins allemands. À la faveur de la guerre en Ukraine, l'Allemagne porte en outre une stratégie de pénétration des marchés de défense des pays de l'Europe de l'Est et des pays baltes. Cette stratégie d'influence s'appuie notamment sur le projet de déployer une brigade en Lituanie qui a fortement marqué les esprits dans ces pays à la recherche de réassurance stratégique. L'industriel du secteur terrestre allemand, Rheinmetall, joue à cet égard un rôle central en menant une politique très agressive d'expansion sur ces marchés à travers la conclusion de plusieurs partenariats pour implanter des usines en Europe de l'Est ou même pour cofinancer des projets de développement de chars communs, comme c'est le cas en Hongrie, alors que nous savons tous à quel point les choix stratégiques de la Hongrie peuvent être divergents de ceux de l'Europe en général. Au final, l'Allemagne développe dorénavant une véritable stratégie industrielle de défense pour étendre sa sphère d'influence en Europe, ce qui tend à accroître encore davantage la logique compétitive aux dépens de la logique coopérative. Bien, mes chers collègues, nous venons d'aborder les carences structurelles de la BITD européenne et la dynamique à l'œuvre, qui tend clairement vers un renforcement des stratégies nationales, vous l'avez compris, aux dépens des coopérations industrielles. Je souhaiterais maintenant revenir, si vous me le permettez, sur 2 conséquences majeures de la guerre en Ukraine pour l'industrie de défense en Europe. D'une part, le renforcement de notre dépendance aux pays tiers, et en premier lieu aux États-Unis.
D'autre part, l'implantation croissante de l'UE dans la politique industrielle de défense. C'est un constat désormais bien connu. Les pays européens ont augmenté significativement leurs dépenses de défense depuis le début de la guerre en Ukraine. Les pays de l'UE ont dépensé plus de 270 milliards dans leur défense en 2023, contre 214 milliards en 2021, soit une augmentation d'environ 26% en 2 ans. Cependant, l'augmentation des budgets de défense n'a que peu bénéficié à la BITD européenne. Cette tendance est ancienne, elle n'est pas nouvelle, mais elle a été largement amplifiée par des effets d'échelle et de volume par la guerre en Ukraine. Avant la guerre en Ukraine, 60% des budgets des pays de l'UE dédiés aux acquisitions d'équipements étaient déjà consacrés aux importations militaires en provenance de pays tiers, et cette proportion est passée à 80% à la faveur de la guerre en Ukraine et au fond de l'urgence qui s'imposait. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais juste un exemple frappant, peut-être, pour vous donner un ordre de grandeur des masses budgétaires en jeu. Entre janvier 23 et mars 24, soit en l'espace de 14 mois, les Polonais ont conclu pour près de 47 milliards de dollars de Foreign Military Sales, les FMS, donc ces contrats d'acquisition américains, conclus avec le gouvernement américain, l'Allemagne pour 12 milliards et la Grèce pour 11 milliards. Donc, alors, un peu l'ampleur des acquisitions vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Ces achats européens couvrent tout le spectre capacitaire, avions de chasse, hélicoptères, missiles, chars, défense solaire, lance-roquettes. Et au fond, la question qu'on se pose, naturellement avec mon co-rapporteur, c'est comment expliquer une telle domination américaine sur le marché européen. Et il nous semble qu'il y a 2 facteurs principaux. Le premier est évidemment politique. Il s'agit d'acheter un petit bout de parapluie américain. Pour la majorité des pays européens, la garantie de sécurité américaine reste en effet la pierre angulaire de leur politique de défense. L'achat de matériel américain garantit aussi l'interopérabilité avec l'armée américaine. Ce n'est pas évidemment le seul moyen de garantir une interopérabilité, mais c'est un élément évidemment clé. Et c'est un critère majeur, peut-être légitimement, pour nombre d'armées européennes. Le second facteur tient à l'attractivité des Foreign Military Sales elles-mêmes, ces contrats de gouvernement que j'évoquais à l'instant. La force de ces contrats, c'est qu'ils permettent aux pays européens acheteurs de s'affranchir de toute procédure d'acquisition formelle, pas besoin d'appel d'offres, pas besoin de mise en concurrence. C'est donc un gage de simplicité pour de nombreux pays européens, qui n'ont pas tous, loin s'en faut, et vous le savez, mais c'est important de le rappeler, l'équivalent d'une DGA. Par ailleurs, le FMS offre la possibilité de puiser les équipements dans des stocks de l'armée américaine, ce qui permet une livraison rapide des premiers exemplaires commandés. On en voit bien sûr tout l'intérêt dans un contexte d'engagement majeur et de retour de la guerre sur le continent européen. Outre les acquisitions auprès des États-Unis, une autre tendance se dessine, qui est susceptible de mettre à mal l'autonomie stratégique de l'Europe, c'est la constitution de ce qu'on pourrait appeler une BITD transatlantique, à travers une interpénétration croissante des BITD américaines et européennes. Les 2 plus grands industriels de défense européens, BAE Systems et Leonardo, sont par exemple très dépendants du marché américain. Ils sont également sous-traitants de l'industrie américaine, notamment pour le F-35. Parallèlement, les fonds américains, déjà très présents dans les industries de défense américaines, investissent de plus en plus sur le marché européen. Carlyle, par exemple, pourrait prendre le contrôle de TKMS, le constructeur de sous-marins allemand que vous connaissez évidemment. Enfin, les industriels américains, dont les chaînes de production sont aujourd'hui saturées, tendent de plus en plus à confier aux industriels européens la sous-traitance de leurs produits. C'est ce qui passe par exemple avec MBDA Allemagne, qui va ainsi fabriquer sur le territoire allemand des missiles Patriot dans le cadre d'un marché de plus de 5 milliards d'euros passé par l'agence d'acquisition de l'OTAN. Alors certes, cela crée des emplois en Europe, comme s'en est d'ailleurs ouvertement félicité Madame Ursula von der Leyen dans son discours de la conférence de Munich. Mais faire de la sous-traitance de produits américains l'horizon ultime de l'industrie de défense en Europe, c'est au fond renoncer à toute autonomie stratégique pour notre continent. Un mot également sur l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché européen. L'exemple le plus frappant, c'est le marché conclu l'été 22 par la Pologne avec la Corée du Sud pour plus de 1000 chars d'assaut, près de 700 canons automoteurs, 300 lance-roquettes et 50 avions de chasse. Il reste à voir d'ailleurs à quel point ces contrats seront menés à terme
avec ces cibles-là. Il n'est pas certain que ces cibles soient tenues, mais 2 facteurs expliquent ce marché. Le premier, c'est la rapidité de livraison. C'est-à-dire que dans un contexte d'urgence pour la Pologne face à la menace russe, il est évident, comme nous l'ont très clairement expliqué les autorités polonaises dans notre déplacement à Varsovie, que les industriels européens et même américains étaient incapables de livrer dans les délais exigés. Et la Corée du Sud le pouvait, en prélevant sur des stocks qui sont très importants, pléthoriques même, dans ses armées. Le second facteur, c'est l'importance des compensations industrielles proposées par les Coréens dans un contexte où les Polonais souhaitent ardemment, eux aussi, faire monter en puissance leur propre industrie de défense, naturellement. Je souhaiterais maintenant revenir brièvement sur la seconde conséquence du conflit pour la BITDE, à savoir l'implication croissante de l'UE en matière de politique industrielle. Avant la guerre en Ukraine, ce rôle était assez restreint et se limitait principalement à 2 axes. Le premier axe, vous le connaissez, l'harmonisation du marché intérieur de défense, à travers les procédures de passation de marché notamment, c'était l'objet de la directive 2009-81. Cela aboutit à un résultat que nous qualifierons avec mon corapporteur de mitigé, puisque les contrats de gouvernement à gouvernement, dont on a vu combien les pays européens sont friands actuellement, sont exclus de cette réglementation. Le second axe concerne le soutien à la recherche et au développement à travers le Fonds européen de défense que nous commençons à connaître. C'est la première fois que l'UE mobilise son budget à hauteur de 8 milliards d'euros de 2021 à 2027 en faveur de l'industrie de défense européenne. Et à ce jour, plus d'une centaine de projets ont été sélectionnés. Nous pouvons d'ailleurs nous réjouir que les industriels français soient, à date, les premiers bénéficiaires de ce dispositif, donc avec le recul que nous avons aujourd'hui. Alors, c'est un peu tôt peut-être pour tirer un bilan du FED. Les personnes auditionnées ont mis en exergue un certain nombre de lacunes dans le dispositif, des critères de sélection des projets pas toujours très lisibles, un risque bien identifié dès l'origine de saupoudrage de crédits sur de trop nombreux projets avec des acteurs trop nombreux. Les consortiums rassemblent parfois 40 pays avec 40 industriels avec 12 pays différents. Ça commence à faire beaucoup en termes de coûts de coordination. Une perspective capacitaire pas toujours évidente. Pour moi, c'est vraiment la clé, c'est qu'il faut que ça puisse déboucher sur une perspective capacitaire et pas seulement sur des briques technologiques qui n'aillent nulle part. Une remise en compétition systématique à chaque nouvelle phase des projets, ce qui crée une forme de discontinuité parfois préjudiciable à la conduite des projets. Et ce sont, au fond, les principaux griefs émis à l'encontre du FED. Depuis la guerre en Ukraine, dans le prolongement de la boussole stratégique et de l'agenda de Versailles, l'action de l'UE ne s'est plus limitée au soutien à la R&D et investit d'autres champs de la politique industrielle, avec notamment plusieurs dispositifs d'urgence qui ont été mis en place ces derniers mois. Le premier, nous commençons à bien le connaître maintenant, même s'il est récent, c'est le plan munitions de mars 2023, dont l'objectif était de livrer 1 million d'obus à l'Ukraine en 1 an, en subventionnant à hauteur de 2 milliards d'euros le prélèvement sur les stocks d'une part et la conclusion de contrats d'acquisition en commun d'autre part. Si l'objectif peut être trop ambitieux, mais l'ambition est nécessaire dans un tel contexte, n'a pas été atteint puisqu'on estime qu'environ 500 000 munitions ont été livrées dans le cadre de ce dispositif. Cela ne doit pas masquer l'augmentation notable de la capacité de production des munitionnaires européens en général, qui a à peu près doublé en 1 an. De 500 000 munitions par an en mars 2023, nous sommes aujourd'hui capables de produire collectivement à peu près 1 million de munitions par an début 2024, avec l'objectif que vous connaissez de 2 millions d'ici fin 2025, dont nous espérons bien évidemment ardemment qu'il puisse être tenu. Pour soutenir cette augmentation de la capacité de production de munitions, l'UE a créé, dans le cadre de ce plan de munitions, le dispositif dit ASAP, qui subventionne à hauteur de 500 millions d'euros, seulement si je puis dire, des actions pour réduire des goulets d'étranglement, notamment dans le domaine des poudres, des explosifs, qui était le secteur critique en termes de goulets. Les projets ont été sélectionnés en mars 24 avec des industriels français que vous connaissez bien, Eurinco, KNDS France, Nobel Sport, je veux dire saluer les Finistériens peut-être qui nous regardent depuis Pont-de-Buis, Roxel, qui participent tous à ces derniers.
Donc, je le disais, son montant n'est peut-être pas à la hauteur de l'enjeu, 500 millions d'euros seulement, mais je pense que le dispositif ASAP doit quand même être salué parce qu'il répond à un véritable enjeu dans le contexte stratégique actuel et que c'est sans doute la bonne manière et la bonne méthode. Enfin, l'UE a créé un troisième mécanisme dit EDIRPA, dont l'objectif est d'inciter aux acquisitions conjointes d'équipements militaires par au moins 3 États membres. Là aussi, EDIRPA pêche un peu par la faiblesse de son budget à l'heure actuelle, 300 millions d'euros, et peut-être par sa lenteur. Le projet de règlement date de juillet 22. Les premières subventions sont prévues pour le printemps 25. Pour un dispositif dit d'urgence, entre l'annonce et la mise en œuvre, ça fait beaucoup. Par ailleurs, les produits qui qui peuvent bénéficier des financements des DIRPA doivent intégrer, ou peuvent intégrer, jusqu'à 35% de composants hors UE. Ce qui est aussi... bon, alors ça peut répondre à une forme d'urgence, mais là encore, rapporter sur un pas de temps jusqu'à 25, ça peut paraître beaucoup. Et ce n'est pas forcément cohérent avec la volonté de renforcer l'autonomie stratégique européenne. Au-delà de ces dispositifs d'urgence, la Commission européenne veut désormais passer à un soutien structurel et pérenne de l'industrie de défense en Europe. Et tel est l'objet de la stratégie pour l'industrie de défense européenne publiée en mars. Stratégie déclinée dans le projet de règlement dit EDIP, qui sera très certainement à l'ordre du jour de la prochaine législature pour une adoption d'ici la fin de l'année 2024, vraisemblablement. Alors, je n'ai pas le temps de faire ici en détail la présentation de cette stratégie, mais on y reviendra peut-être dans les questions. Il s'agit quand même d'une véritable rupture, il faut qu'on s'en rende compte, dans la mesure où l'UE propose de créer de nouveaux instruments et de nouveaux vecteurs. Par exemple, le projet de règlement EDIP prévoit d'instituer un mécanisme européen de vente militaire. C'est une innovation substantielle, inspirée du FMS à l'américaine. D'instaurer un conseil de préparation industrielle dans le domaine de la défense, qui aurait notamment une fonction de programmation conjointe, un petit peu comme nous pouvons le faire au niveau national, de créer une nouvelle structure juridique pour soutenir les coopérations industrielles, ou encore d'établir des mesures d'urgence en cas de crise d'approvisionnement. Alors, c'est très ambitieux, mais cette nouvelle ambition de l'UE soulève aussi de nombreux points de vigilance à nos yeux. Il faudra veiller naturellement, et en premier lieu, à ce que le financement soit à la hauteur de l'enjeu. Je soulignais la faiblesse relative du financement d'autres instruments juste à l'instant. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas, puisque seulement 1,5 milliard d'euros sont fléchés dans le cadre d'EDIP entre 2025 et 2027. Donc, 500 millions d'euros par an pour soutenir l'industrie de défense de 27 États membres. Si on veut se donner un ordre de grandeur et se rappeler un petit peu les échelles et les masses, c'est moins que ce qu'on dépense pour le seul programme Scorpion en France chaque année. Deuxièmement, il y a un véritable enjeu en termes de gouvernance, s'agissant de l'articulation entre les nouveaux acteurs institués par EDIP et ceux déjà existants, tels que l'Agence européenne de défense ou l'OCAR, nous estimons d'ailleurs qu'ils sont des institutions fiables et particulièrement adaptées dans leur mission. Autrement dit, le risque est grand de créer une usine à gaz, une nouvelle usine à gaz, si je puis dire, alors que le paysage institutionnel de l'Europe, de la défense, gagnerait au contraire, selon nous, à être plutôt rationalisé. Enfin, le troisième et dernier enjeu est le risque de communautarisation rampante de la politique de défense, parce qu'il existe une tentation de la Commission de s'arroger de nouveaux pouvoirs à la lisière ou en marge des traités, à la faveur de l'augmentation des financements européens au soutien de l'industrie de défense. Un exemple dans EDIP, c'est ce nouveau conseil présidé par la Commission qui aurait donc un pouvoir de programmation conjointe. Juridiquement, il revient sincèrement aux États membres d'apprécier si cela rentre ou non dans le cadre des traités. Ce n'est pas une évidence. Un autre exemple, c'est ce régime de sécurité des approvisionnements qui n'est a priori, à mon sens, je crois que c'est partagé par nous deux co-rapporteurs, pas vraiment de la compétence de l'UE. Nous pensons donc, avec mon co-rapporteur, qu'il convient de surveiller cette tendance de très près, notamment dans un contexte où l'on évoque la création d'un commissaire européen de la défense ou à l'industrie de défense, qui d'ailleurs ouvre le débat en soi. Je laisse la parole à Jean-Louis. Merci. Je rebondis sur
la fin des propos de mon excellent collègue co-rapporteur. À ce stade et dans le droit des traités, on voit mal comment un commissaire européen à la défense serait concevable alors que les traités prévoient explicitement que c'est de la compétence du Conseil, qu'à l'intérieur d'un commissaire à l'industrie et quelqu'un qui soit plus en charge de l'industrie de défense, pourquoi pas que ce soit dédié, mais en tout cas, très clairement, la défense n'est pas aujourd'hui dans les compétences de la Commission. Mes chers collègues, je crois que vous avez tous bien noté le constat assez pessimiste que nous faisons. Une industrie de défense européenne dimensionnée pour les temps de paix en des temps où on ne croit pas à la guerre et dont les carences ont été révélées et même amplifiées par le conflit en Ukraine, avec un risque à terme de marginalisation et d'inféodation au complexe militaro-industriel américain, certains acteurs européens faisant le choix assumé d'être des sous-traitants de l'industrie américaine. L'enjeu est donc lourd. Il s'agit de changer de modèle pour que l'industrie de défense en Europe soit en capacité de pleinement jouer son rôle dans l'autonomie stratégique de notre continent. Je souhaiterais donc maintenant en venir à nos recommandations. Je ne vais pas les détailler toutes ici et nous aurons certainement l'occasion d'y revenir lors de vos questions. Je vais donc me concentrer sur celles qui nous semblent les plus structurantes. Le premier chantier, c'est de lever les obstacles aux coopérations industrielles qui, malgré leurs limites actuelles, restent utiles pour renforcer notre autonomie stratégique. À cet égard, un des irritants majeurs des coopérations, c'est le contrôle des exportations. Disons-le tout net, aucun industriel ne se lancera dans le développement du SCAF ou du MGCS s'il ne pourra pas exporter ses systèmes à d'autres pays que ceux de l'OTAN. Il est impératif de sécuriser juridiquement l'accord de 2019 entre la France, l'Allemagne et l'Espagne sur le contrôle des exportations. Une piste pourrait être à cet égard de préciser et d'encadrer la notion d'atteinte aux intérêts directs et d'atteinte à la sécurité nationale qui permettent à un État de s'opposer à la demande de licence d'exportation d'un autre État et dans laquelle, honnêtement, on peut mettre à peu près ce que l'on veut. À l'heure actuelle, ces notions ne sont pas précisées dans l'accord, ce qui est une source d'insécurité juridique majeure. Cela suppose une grande vigilance et probablement qu'à aucun moment, dans les programmes aujourd'hui conduits en coopération, nous ne gardions pas à l'esprit la possibilité, si cela ne pouvait pas aboutir, d'aller éventuellement vers des plans B. Quant à la conduite des programmes en coopération, il faut appliquer systématiquement le principe du best athlète et cesser de considérer les coopérations comme un outil pour faire monter en compétence ces industriels nationaux sur un segment donné. Le principe du retour géographique doit être également supprimé, ou à tout le moins fortement aménagé dans le cadre de l'Agence spatiale européenne. Il est trop préjudiciable à la compétitivité du spatial européen et met en danger, à terme, notre autonomie d'accès à l'espace. Et si cette réforme n'est pas possible dans le cadre de l'ESA, il faudra se poser la question de développer des projets spatiaux en dehors de ce cadre. Favoriser les coopérations, c'est également soutenir les consolidations industrielles. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, l'industrie européenne souffre de sa trop grande fragmentation, alors qu'elle fait face à une compétition croissante des acteurs non européens. Il est donc impératif de favoriser les processus de consolidation à l'œuvre, notamment dans le secteur terrestre. Je pense notamment à la fusion Arcus-Cockerill et au partenariat KNDS-Leonardo. Consolidation ne signifie en aucun cas renoncement à notre souveraineté. Le bon modèle pour cette consolidation à venir de l'industrie de défense est probablement MDBA, qui permet une intégration industrielle poussée tout en préservant la souveraineté des États concernés. Favoriser les consolidations, c'est enfin ne pas instrumentaliser le régime de contrôle des investissements étrangers quand il s'agit d'une société européenne, comme l'a fait l'Italie récemment à l'encontre de Safran dans le dossier
Microtechnica, alors même que cette société italienne est aujourd'hui contrôlée par une société américaine. C'était une forme de réinternalisation européenne. Le deuxième chantier qui me tient particulièrement à cœur, comme vous le savez, c'est celui du financement de l'industrie de défense. Il faut tout d'abord lutter contre les pratiques contestables des acteurs privés. Nous proposons à ce titre d'initier au niveau européen une réflexion sur la possibilité d'interdire aux acteurs financiers de discriminer le secteur de la défense dans leur politique d'investissement. Il convient également de proscrire la notion d'armes controversées utilisée à tort et à travers par les acteurs financiers, notamment pour exclure des financements pour les industriels impliqués dans notre dissuasion nucléaire en invoquant le TIAN, ce qui est scandaleux. La France ne l'a pas signé. Il n'y a pas d'armes controversées, il y a des armes autorisées ou il y a des armes interdites. Cela est ridicule. Le deuxième acte de la politique de financement que nous proposons concerne la BEI. L'exclusion actuelle des armes et munitions de l'admissibilité au financement de la BEI, au même titre que le tabac, les jeux de hasard ou le commerce du sexe, je cite les documents internes de la BEI, est injustifiable dans le contexte stratégique actuel. La BEI a pour mission de financer les priorités de l'UE. Le soutien à l'industrie de défense est actuellement une priorité majeure de l'UE, donc la BEI doit financer l'industrie de défense européenne. C'est aussi simple que cela. Plutôt que de s'abriter comme elle le fait derrière les préjugés des investisseurs envers le secteur de la défense, la BEI devrait montrer l'exemple. C'est cela qu'on attend d'une institution publique. Ce changement de politique de la BEI constituerait un signal stratégique fort à l'égard de l'ensemble des acteurs du monde financier. Enfin, le troisième axe de réforme à ce sujet est de promouvoir de nouveaux financements au niveau européen. Le déficit de financement en capital des PME et ETI de défense pourrait par exemple être résorbé par la création d'un fonds de fonds. L'UE a déjà lancé une initiative avec la BEI en ce sens, mais il est limité aux biens à double usage. Son montant est trop modeste, il faut aller plus loin. Surtout, dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel de l'UE, le soutien à l'industrie de défense devra être une des grandes priorités européennes. Le commissaire breton a évoqué un fonds de 100 milliards d'euros. Cela n'est pas démesuré. Cela revient en effet à 15 milliards par an, ce qui est par exemple inférieur aux commandes annuelles de la DGA au bénéfice de notre BETD. À titre de comparaison, le plan Next Generation EU, mis en place dans le cadre de la crise Covid, ce sont plus de 750 milliards d'euros. Or, la menace sécuritaire actuelle nous semble, à mon co-rapporteur et à moi-même, aussi critique, voire plus, que la menace sanitaire à cette époque. Il faudra cependant veiller à ce qu'un tel fonds soit piloté dans un cadre intergouvernemental sur le modèle de la Facilité européenne pour la paix, l'intergouvernemental étant ce qui pilote la défense. Au niveau national, il y a urgence à créer un mécanisme permettant de flécher l'épargne collective vers le financement de l'industrie de défense. Le livret A que nous connaissons tous ici est une piste parmi d'autres, mais je pense à d'autres solutions, par exemple au modèle des fonds Tibi qui mobilisent l'épargne des investisseurs institutionnels, notamment des assureurs, vers les entreprises de technologie ou encore au plan PEA-PME. Le troisième volet de nos recommandations porte sur la nécessité d'une nouvelle ambition pour les instruments européens. Il convient tout d'abord de réformer le FED en promouvant une meilleure adéquation entre les besoins capacitaires des États membres et les projets financés par le FED. À titre d'exemple, le FED pourrait utilement financer des briques technologiques de programmes en coopération tels que le SCAF ou le MGCS, plutôt que de lancer des initiatives parallèles dont personne ne voit les débouchés programmatiques, tels que le FMBT. Le fonctionnement du FED pourrait également être amélioré en privilégiant la voie d'attribution directe pour les phases suivantes d'un projet déjà lancé, ou encore
en instaurant la possibilité d'un dialogue constructif entre industriels et experts et évaluateurs. Nous proposons enfin de réintégrer le Royaume-Uni au sein du Fed, en échange naturellement de sa participation au financement. L'autre volet des instruments européens concerne le projet de règlement EDIP mis sur la table par la Commission européenne. Dans ce cadre, nous proposons de faire d'EDIP le vecteur d'affirmation d'une véritable préférence européenne. Cela signifie concrètement établir des critères d'éligibilité stricts et exclure des financements européens, d'une part les sociétés qui sont contrôlées par des sociétés hors de l'Union européenne, et d'autre part des produits qui ne sont pas conçus, développés et fabriqués en Europe. Nous proposons également d'exclure des financements européens les sociétés qui produisent sous licence des équipements de pays tiers, car les financements européens doivent être réservés aux sociétés qui promeuvent l'autonomie stratégique en Europe et non la sous-traitance de puissances tierces. Assumer une préférence européenne, cela signifie également inciter les États à acheter européen. Il faut faire d'EDIP un véritable Buy European Act en instaurant, par exemple, un système de bonus-malus en fonction du pourcentage d'acquisition d'équipements européens par rapport à ceux issus de pays tiers. Il faut également, évidemment, prioriser les financements sur les segments où il existe un risque fort de dépendance à l'égard des pays tiers. EDIP pourrait ainsi aider à reconstituer en Europe des filières d'approvisionnement critiques pour notre industrie de défense. Enfin, il est nécessaire que la Commission lutte davantage contre le recours abusif de certains États européens au FMS américain en contournant la directive 2009/80. Le dernier axe de nos recommandations porte sur les moyens de renforcer la contribution de notre BITD nationale, de la BITD française, à l'autonomie stratégique en Europe. Nous le savons, notre BITD est encore trop largement dépendante du grand export et a une part trop réduite dans le marché européen de défense. Les pays du Moyen-Orient et l'Inde ont représenté 65% du total de nos exportations en 2022, contre 23% pour les pays européens. Nos recommandations à cet égard portent sur 3 volets que nous pourrons approfondir naturellement, si vous le souhaitez, au cours de nos échanges. Tout d'abord, adapter notre outil de production aux exportations. Une de nos principales propositions à ce titre porte sur l'opportunité de créer un contrat de gouvernement à gouvernement, facile d'emploi, pour répondre à la demande en ce sens des pays européens, en clair, avoir un CAMO plus simple à mettre en œuvre et plus efficace pour les pays européens qui y seraient intéressés. Deuxièmement, adapter nos programmes d'équipement. Nous proposons également de tester sur un certain nombre de segments un mécanisme de commande surnuméraire destiné à l'export. Il s'agirait de commander davantage que ce qui est prévu pour nos propres armées en vue de pouvoir livrer les équipements très rapidement à l'export. Nous savons que, par exemple, les Italiens utilisent cela dans le secteur naval et cela leur a permis récemment de remporter quelques très beaux succès, la rapidité de livraison étant un des critères clés de l'exportabilité des produits. Le critère de l'exportabilité de nos équipements en tant que tel doit également être rehaussé lors de la phase de conception de nos équipements. Nous développons trop souvent des équipements surspécifiés qui correspondent trop peu aux besoins de nos partenaires européens. Et la question se pose de savoir s'il ne faut pas réinterroger certains abandons à l'aune du retour d'expérience de la guerre en Ukraine. Je pense par exemple au segment des véhicules chenillés, qui fait l'objet d'une forte demande de nos partenaires européens, alors que la France, collectivement, a fait le choix du segment des véhicules à roues. Enfin, troisième et dernier axe, nous proposons de développer et diversifier nos partenariats en Europe. Nous sommes revenus de nos déplacements à Varsovie et à Stockholm, très confiants sur les perspectives de coopération avec ces 2 pays. Je vous propose de développer ces points lors de nos échanges à venir,
Mais nous sommes arrivés à la conclusion, et j'anticipe avec mon collègue co-rapporteur, que lorsqu'on voit, et on évoquait la brigade allemande installée en Lituanie, il ne faut pas s'interdire à un moment d'avoir une présence militaire symbolique permanence française en Pologne pour renouer les liens. Et ma foi, une brigade Foch ou une brigade de Gaulle sur le Bug ou sur la Narro, ça aurait une certaine allure. Mes chers collègues, en conclusion, vous l'aurez compris, nous militons, Jean-Charles Larsonneur et moi-même, pour un véritable changement de paradigme. Lever les obstacles aux coopérations et consolidations industrielles. Faire de l'industrie de défense un secteur prioritaire pour nos financements publics et privés. Assumer une véritable préférence européenne pour réduire nos dépendances. Veiller à ce que la défense de l'Europe ne soit pas communautarisée, mais demeure intergouvernementale dans le cadre du Conseil, en s'appuyant sur des outils dont tout le monde nous a dit le plus grand bien, comme l'Agence européenne de défense qui est intergouvernementale. Renforcer la contribution de notre BITD nationale à l'autonomie stratégique en Europe. Toutes ces mesures que nous proposons n'ont qu'une seule finalité, que la France et l'Europe ne laissent pas la sécurité de nos enfants défendre du bon vouloir des électeurs des swing states américains, que la France et l'Europe participent pleinement à la défense du monde libre contre les empires autoritaires de plus en plus menaçants, que la France et l'Europe restent en somme des acteurs de l'histoire et n'en deviennent pas les témoins tremblants. Nous vous remercions tous pour votre écoute attentive et sommes avec mon collègue à votre disposition pour répondre à vos questions, mais au préalable, comme il l'a fait au départ, je tiens à adresser des remerciements particulièrement poussés à notre administrateur Aurélien Nicodot, qui a fait un travail formidable de synthèse, de rapidité, d'efficacité. Et voyez-vous, je peux parfois être critique sur notre haute fonction publique, mais quand on travaille avec Aurélien Nicodot, on se dit qu'on a quand même d'excellents hauts fonctionnaires, et je tiens à lui dire un grand merci. Bien, écoutez, merci à tous les deux, j'oserais même dire tous les trois, pour ce travail à la fois puissant, pertinent et collégial, puisque je pense que vous avez tous très bien travaillé ensemble, chacun dans vos responsabilités et avec vos approches différentes et complémentaires. Nous allons désormais prendre les orateurs de groupe. Alors, il nous reste une cinquantaine de minutes. J'ai 8 orateurs de groupe, 4 questions complémentaires. Donc, je vous demande de bien rester dans les 2 minutes. Si possible, pour le groupe Renaissance, la parole est à Benoît Borda. Monsieur le Président, mes chers collègues rapporteurs, merci pour cette présentation percutante qui illustre notre volonté commune de renforcer notre autonomie stratégique et notre capacité de défense. À la Sorbonne, le Président de la République a réitéré l'importance de transformer l'urgence du soutien à l'Ukraine en effort de longue durée, en proposant une réelle réforme de la Facilité européenne pour la paix. Elle est le principal instrument de soutien à l'Ukraine, notamment pour la fourniture de matériel, qui mobilise jusqu'à 17 milliards d'euros du budget de l'Union pour la période 2022-2027. Le Président a particulièrement réaffirmé l'impératif de créer des champions européens capables de rivaliser avec nos concurrents. Dès lors, je souhaite revenir sur le rôle stratégique du missilier MBDA, tant pour nos territoires nationaux que pour nos alliés. One MBDA incarne une intégration binationale réussie, visant à rationaliser les bureaux d'études et une partie de la production jusqu'à quasiment fusionner en une seule entité. Cette intégration témoigne d'une démarche de convergence fructueuse. Dans cette même logique se pose la question de la conciliation des aspirations commerciales allemandes et des impératifs stratégiques français au sein de KNDS. Pour la France, il s'agit de mobiliser une organisation industrielle capable de s'adapter rapidement aux exigences du moment afin de privilégier la raison d'État au-delà de la seule efficience économique. En revanche, en Allemagne, la commande publique a traditionnellement servi à soutenir l'industrie de l'armement face à la concurrence sans nécessairement privilégier des considérations stratégiques similaires aux nôtres. Dès lors, les succès commerciaux seront-ils suffisants pour assurer cette convergence ou est-il nécessaire de repenser des modèles de coopération et d'intégration industrielle pour mieux répondre aux défis de l'autonomie stratégique européenne? Je vous remercie. Merci, messieurs les rapporteurs. Peut-être que vous pouvez répondre alternativement. Merci, Monsieur Borda.
Je pense en effet que MBDA ou un MBDA est un modèle parmi les plus aboutis de ce que l'on peut faire en Europe en termes d'intégration industrielle. D'abord parce qu'il s'appuie sur des programmes bien établis, conjoints et partagés entre différents États membres, ou anciens États membres, puisque le Royaume-Uni n'en est plus. Mais donc il y a bien une logique capacitaire et de projet et de programme qui est au cœur de la démarche, ce qui me semble fondamental. C'est de là qu'il faut partir effectivement pour des coopérations capacitaires réussies. L'exemple d'MBDA a souvent été cité comme un exemple réplicable, en tout cas souhaitable, par plusieurs partenaires. J'ai mémoire d'échanges que nous avons eus en Italie notamment, pour l'idée d'aller par exemple dans d'autres champs ou dans d'autres domaines vers un MBDA du terrestre. Nous avons brièvement évoqué, je crois, dans notre propos liminaire, les convergences dans le secteur terrestre, avec notamment le rachat d'Arcus par Cockerill, qui est un début de consolidation dans le secteur terrestre qui est aujourd'hui très fragmenté. On peut imaginer d'autres évolutions à terme permettant des convergences autour de KNDS, Leonardo, beaucoup de choses sont possibles. Le modèle MBDA est régulièrement cité, en effet, comme une bonne piste, parce qu'il est fondé sur de bons fondamentaux et qu'il permet, je dirais, avant que mon collègue complète, une appropriation aussi par les États membres, dans la mesure où vous avez une structure d'ensemble, mais aussi une présence industrielle nette à travers des filiales nationales qui font que, au fond, chaque État qui construit ou qui accueille de l'industrie de cette entreprise a le sentiment qu'il joue aussi là son industrie, son emploi, et qu'il se l'approprie. Et c'est un élément aussi important, je pense, dans la réussite de ce type de coopération. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Christian Girard. Ah oui, pardon, j'oublie. Au nom de mon groupe Rassemblement National, nous souhaitions vous remercier pour ces mois de travail. En effet, ce rapport d'information dont je me suis approprié, vos propos, l'introduction, les parties et l'annexe 2 en attestent. Conscients des enjeux cruciaux autour de cette question, nous réaffirmons avec vigueur notre attachement à la sauvegarde et à la consolidation de l'industrie de défense, qui, avant d'être pourvoyeuse d'autonomie stratégique européenne, doit avant tout l'être pour notre autonomie stratégique nationale. Nous partageons votre position à la communautarisation de la défense. Nous avons quelques interrogations sur les conclusions de votre rapport. Tout d'abord, sur l'absence de mesures de précaution dans le cadre de la protection de notre BITB. En matière d'intelligence économique, les risques inhérents à la nécessaire coopération internationale sont indéniables. Mais cette coopération peut comporter des dangers. La relation franco-allemande en est un exemple éclairant. Nous vous remercions de l'avoir souligné. Si la France pousse régulièrement pour un resserrement des liens et des coopérations en matière de programmes d'armement, l'Allemagne se montre pour le moins frileuse. Sauf évidemment si cela lui permet de récupérer les compétences industrielles qui lui font défaut. Les risques, liés notamment à la cybersécurité, à la guerre de l'information, aux normes juridiques ou aux pratiques offset, doivent être prises en considération. À cet égard, comment appréhendez-vous les normes ITAR qui, sous couvert de lutte contre la propagation des armes dans le monde, permettent aux États-Unis de contrôler les exportations de matériel militaire dévolé par la France et l'Europe? Ensuite, comment accroître notre indépendance en fourniture de matières premières alors que vous évoquez que l'Union européenne est dépendante à 97% des approvisionnements extérieurs? C'est à la page 26. Enfin, vous avez souligné justement l'importance cruciale des délais et la perspective des commandes surnumériques destinées à l'étranger, pages 99 et 100. Comment envisagez-vous la conciliation des besoins capacitaires de nos armées avec de telles commandes, alors même que notre BITD rencontre des difficultés dans la montée en puissance de sa production? Et quel segment vous paraîtrait pertinent pour bénéficier de ces commandes? Je vous en remercie. Merci, je vous en prie.
Merci pour ces questions nombreuses. Sur les risques liés aux coopérations ou aux consolidations à l'intérieur de l'Union européenne. Premier point, on a un outil national qui existe, qui est le contrôle des IEF, des investissements étrangers en France, qui fait qu'aujourd'hui, Bercy est capable de contrôler, le fait plutôt pas mal à travers une structure qui s'appelle le CICE, si, oui ou non, des prises de participation étrangères sont contraires aux intérêts nationaux, et a également la possibilité, dans le cadre d'une acquisition, d'imposer un certain nombre de conditions, de règles, je pense au système de Golden Share, voire de participation directe. Après, quand vous évoquez les difficultés qu'on peut rencontrer avec certains pays, et vous évoquez le cas allemand, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La réalité géopolitique de l'Europe, c'est qu'il y a une grande puissance au cœur de l'Europe, comme la France, qui est l'Allemagne. C'est notre voisin. C'est aussi le pays qui se trouve un peu plus proche que nous d'une éventuelle ligne de front, et c'est un allié historique, et heureusement que nous ne nous regardons pas en chien de faïence. Après, alliés, mais ne soyons pas naïfs, mais aussi compétiteurs stratégiques avec ses propres intérêts de puissance. Et l'enjeu pour notre pays, c'est de défendre aussi, dans le cadre de négociations fermes, ses intérêts de puissance. La difficulté dans la relation franco-allemande, c'est que nous avons tendance à y mettre de la passion, là où eux y mettent du pragmatisme et du sang-froid. C'est pour ça que je me refuse à employer le terme de couple. Il y a un partenariat, et dans un partenariat, il faut être dans une logique gagnant-gagnant. Et c'est là où il y a un certain nombre de sécurisations qui s'imposent. Je parlais des exportations, c'est évidemment une liberté que nous ne pouvons pas sacrifier. C'est aussi le contrôle, et je fais confiance à l'industriel, à Dassault en l'occurrence, qui sait brillamment défendre les intérêts de l'entreprise, mais aussi les intérêts nationaux français qui sont convergents, pour ne pas accepter que des droits de propriété intellectuelle qui font partie des actifs français soient bradés. Donc je crois que ces convergences d'efforts peuvent permettre d'avancer, mais d'être prêt. Je parlais du plan B tout à l'heure. Si à un moment les choses n'avancent pas comme on le souhaite, d'envisager d'autres hypothèses. Vous m'avez parlé d'ITAR Free, enfin du problème, de la problématique ITAR. Alors moi, je vais vous dire, on a eu un de nos interlocuteurs qui nous a dit que, et ça rejoint aussi la question allemande, que le comportement de l'Allemagne, avec le contrôle extrêmement strict mené par l'Allemagne sur certaines de ses exportations, fait qu'on commençait à avoir des clients dans le monde qui demandaient du German Free. Donc il n'y a pas que ITAR Free, il y a aussi potentiellement un sujet qui peut se poser. Après ITAR, mais justement, tout le combat que nous devons mener, c'est pour garder ce qui est le principe de toute action stratégique, l'autonomie de manœuvre, c'est la liberté de manœuvre, les trois principes de Foch, ne plus être dépendant ou être le moins dépendant possible des produits ITAR. Et l'autonomie stratégique en Europe et de l'Europe, c'est une manière de désitariser notre défense. Sur les dépendances, certaines dépendances par rapport à votre question, j'ai pas exactement je peux pas faire une réponse en quelques instants, mais pour lutter contre ces dépendances, l'un des éléments, c'est là d'y aller en européen, parce que si demain on doit recréer des capacités de production en semi-conducteurs, je vous garantis une chose, si on le fait tout seul, de toute façon, la France n'aura pas les budgets pour le faire. Donc c'est typiquement un domaine où aller ensemble permettra d'aller mieux et plus loin. Enfin, en ce qui concerne les commandes surnuméraires et la BITD, beaucoup d'industriels que nous rencontrons se plaignent de trouver que les commandes nationales ne sont pas suffisantes. Donc des commandes qui les sécurisent mais qui aient vocation à être exportées, ça serait dans l'intérêt de tout le monde. En précisant, pour prendre l'exemple du naval, qu'aujourd'hui, une frégate, 70 à 80% de la frégate est identique et la modularité s'applique sur les 20% restants. Donc ça veut dire qu'on peut lancer une coque en cours, soit il n'y a pas de commande à l'export et ça rentre dans le cadre de la LPM, soit il y a une commande à l'export
Et ça sort et ça sera la frégate suivante. En tout cas, dans les segments où il n'y a pas d'urgence, ça mérite qu'on y réfléchisse. Alors ça pose des problèmes budgétaires sur lesquels je ne vais pas rentrer aujourd'hui, mais ça mérite sérieusement qu'on y réfléchisse, parce qu'il y a une seule chose qui est sûre, c'est qu'on ne pourra pas éternellement faire ce qu'on a fait, qui nous a permis d'exporter en Croatie, vendre des Rafales aux Croates parce qu'on les a prélevés sur les stocks de l'armée française. Si tu veux rajouter. Alors, très brièvement, il j'y nous reste réponds. 6 questions de groupe et 4 questions individuelles. Donc voilà, je pense que ça peut être traité peut-être à d'autres moments. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Aurélien Saint-Houl. Merci Monsieur le Président, merci messieurs les rapporteurs de vos travaux. Vous avez eu une longue présentation et vous avez donné l'ampleur de la réflexion, c'est très, très intéressant. Mon groupe partage en réalité beaucoup des éléments du diagnostic que vous avez posé, un certain nombre aussi des propositions. Vous le savez, on a eu l'occasion d'en discuter, ne serait-ce que pendant la LPM. Je pointe quand même le sujet particulier de l'Allemagne. Nous partageons en réalité l'essentiel du diagnostic. Je signale quand même qu'il me semble arriver un petit peu tard, compte tenu des alertes qui ont été formulées pendant des années, y compris dans le mandat précédent. Notre collègue Bastien Lachaud, Jean-Luc Mélenchon, publiait en septembre 2018 une tribune qui s'intitulait « L'Allemagne vise-t-elle une hégémonie complète en Europe ?» Il s'agissait de pointer le fait que l'Allemagne avait bien décidé de se doter du dernier attribut de la puissance qui lui manquait probablement, celui de la puissance militaire et diplomatique. Je considère que le projet de MGCS, nous avons défendu une position claire qui indiquait que Rheinmetall et l'Allemagne, considérant qu'elle avait un plan B, nous mettaient dans une situation dangereuse et que cet avertissement n'est toujours pas entendu aujourd'hui. Et pourtant, vous pointez que Rheinmetall développe une stratégie alternative avec la Hongrie et dispose avec le Léopard d'un plan B qui, le cas échéant, s'il devait s'en servir, lui permettrait de plomber durablement la situation de son concurrent français et nous laisserait Grosjean comme devant. Je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que je prends date et je crois que malheureusement nous aurons raison à la fin. Je veux aussi pointer quelques petites contradictions quand même dans votre raisonnement ou dans vos raisonnements. C'est que, évidemment, la question de la dépendance et de la supply chain est fondamentale, mais on ne la découvre pas. Elle n'est pas liée qu'aux aléas de la répartition des ressources naturelles dans le monde. Elle est en réalité aussi le fruit d'années de travaux et d'actions des promoteurs de la mondialisation heureuse, dont je crains que certaines des forces politiques dans notre Assemblée aient été les agents pendant de nombreuses années. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ils reviennent en arrière, mais je tiens quand même à montrer qu'il y avait eu une forme de contradiction. Je vais quand même vous poser une question, j'ai peu de temps, et préempter peut-être un peu le débat sur l'OTAN la prochaine fois, mais qu'en est-il du concept de smart défense, d'après vous, dans les effets sur la BITD européenne? Parce que la logique de mutualisation qui présidait, est-ce que, au concept de smart défense otanien de 2012, est-ce qu'il a eu un effet? Est-ce qu'il a contribué à l'affaiblissement des BITD nationales? Est-ce qu'il a eu au contraire, il n'a pas été suivi? Je vous laisse essayer de me répondre. Très bien. Messieurs les rapporteurs. Oui, merci pour vos remarques, Monsieur Saint-Houl. Sur l'Allemagne, je peux vous garantir que, notamment vos co-rapporteurs, mais beaucoup de députés de cette commission ont été vigilants depuis l'origine. Ce que je suspecte, sur un plan quelque peu politique, c'est que vous ayez envie depuis l'origine que, effectivement, ces coopérations n'aboutissent pas. Je souhaite qu'elles aboutissent. Si elles n'aboutissent pas, il faut des plans B. Voilà, c'est un petit peu la différence de perspective que je peux avoir, que je crois que nous pouvons avoir avec mon co-rapporteur. Sur les approvisionnements, une remarque rapide tout de même, on n'a pas grand-chose en Europe. On a du bois, on a des terres agricoles, on a un peu de lignite, et c'est à peu près tout. On est extrêmement dépendant en termes de ressources fossiles, d'où l'effort salutaire, je crois, de la France sur le nucléaire, et on est presque totalement dépendant sur les matières rares et les approvisionnements critiques. Je ne vais pas vous citer la litanie du beryllium, du titane, que sais-je, du gallium, du thorium et autres substances que nous n'avons pas en réalité sur le sol européen. Donc oui, quand même, le facteur géographique. Et je pense que sur le plan de l'histoire dans le temps long, c'est un facteur déterminant et critique pour l'Europe aujourd'hui. Et seule une action déterminée au niveau du continent européen, de manière intergouvernementale ou communautaire, est le point de sortie. Sinon, on va sortir de l'histoire. Voilà, j'en ai la conviction profonde. Je pense que ça fait un moment que la Commission
et la France sont sortis d'un paradigme de mondialisation heureuse. Ça fait pas mal de le rappeler, ce que nous faisons. Il me semble que la politique commerciale extérieure de l'UE a changé aussi, que la France a été moteur, et que ça fait du bien de le rappeler aussi. Voilà. Sur le rôle de l'OTAN et ces nouveaux projets, au fond, qui l'aimeraient notamment à se placer en position d'agence d'acquisition. Oui, on a regardé ça, notamment le rôle de la NSPA et de l'OTAN, qui peut venir redoubler le rôle d'agence nationale ou européenne. Ça monte en puissance dans des secteurs ciblés. Est-ce que c'est foncièrement un danger? Ça dépend. Donc on regarde avec prudence. Je crois qu'il faut être effectivement vigilant. Notre orientation n'est pas en effet prioritairement de faire monter en puissance une agence de programme et d'acquisition au niveau de l'OTAN, mais plutôt de valoriser les outils européens, on va se répéter un petit peu, mais l'OCAR, l'AED, qui, au regard des entretiens qu'on a pu avoir, étaient quand même sans doute les instruments, les institutions les mieux appropriés pour ce type de fonction. Donc, oui, il y a une velléité d'eux. Je le rapprocherai un petit peu en termes de projet politique de ce qu'on a qualifié de BITD transatlantique. Donc il faut être un peu prudent, être bien conscient de nos intérêts et avancer résolument, je crois, vers des instruments européens, là aussi maîtrisés dans un cadre intergouvernemental. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Nathalie Serre. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, merci beaucoup pour ce super rapport. Voilà. Tous les groupes n'ont pas la chance d'avoir un Jean-Louis Thiriot, donc je m'en félicite, si je puis me permettre. Je ne vais pas aller vraiment sur le fond proprement dit, mais faire une remarque, un témoignage, et puis vous faire une proposition. La remarque, c'est que, monsieur le rapporteur Larsonner, vous avez dit tout au début de votre propos, l'Europe fait une mue stratégique, autonomie stratégique européenne, ou autonomie stratégique en Europe, peu importe. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous sur ce principe-là, c'est-à-dire que c'est pas peu importe, c'est fondamental, me semble-t-il, et c'est ce qui différencie la majorité d'un certain nombre d'autres députés dans notre Assemblée. L'Europe fédéraliste, moi, j'en veux pas. Voilà. Donc je pense que c'est fondamental et qu'il faudra à un moment donné aussi parler de ce sujet. Pour quelle stratégie, qui décide, etc. C'est fondamental. Le témoignage, c'est parce que j'ai eu la chance de faire un déplacement avec le groupe de Amitié France-Allemagne pendant la suspension parlementaire récente. Et nous avons eu le privilège d'être reçus par le ministre délégué à la Défense, Ichter, enfin bon, pardon pour la prononciation. Et moi, je ne suis pas habituée, ça faisait des années que je n'étais pas retournée, en fait, depuis que je suis revenue en France. Mes collègues, nos collègues de la majorité qui étaient là, ont remarqué quand même un petit changement, ne serait-ce que dans la manière dont on a été reçus et dans le discours qui était tenu. Et c'est notamment par rapport au financement des PME ETI, où il disait, nous en Allemagne aussi, j'ai le problème, ça me remonte aussi. Donc je voulais en profiter pour vous simplement en témoigner. Et puis pour parler des PME ETI, on a cité un certain nombre de grandes entreprises. On a en France un cluster, entre autres, qui est originaire de Lyon, donc je me permets de le citer, qui s'appelle le cluster Eden, qui travaille sur ces sujets. Et je pense que c'est important aussi de passer par eux, par tous ces petits clusters qui ont besoin de vivre et d'exister, et d'avoir leurs revendications entendues. Et je ne ferai qu'un dernier commentaire, c'est, vous avez dit, l'Europe est pourvoyeuse d'autonomie stratégique, même si nos avis divergent, et je pense que là est la clé du problème. Donc je vous propose, je pense qu'il serait intéressant, que vous fassiez traduire votre rapport dans toutes les langues européennes pour partager la vision que nous avons, et ensuite, j'aimerais savoir s'il y a des autres parlements européens qui ont fait le même travail que vous. Voilà. Merci, messieurs les rapporteurs. Sur l'ultime question de ce qu'ont fait les autres,
Pas à notre connaissance, et c'est un petit peu une colle, mais c'est une question qui me semble très pertinente. Est-ce que nous regardons suffisamment les travaux des autres ? Il me semble qu'on ne le fait pas assez. Je constate notamment que dans les interviews qu'on a pu avoir, les entretiens qu'on a pu avoir, on a une méconnaissance assez importante du tissu industriel américain, mais aussi de beaucoup de BITD européennes. Il a fallu que la Commission fasse un boulot sur les poudres et les munitions, quand même, pour qu'on découvre qu'on avait des capacités de production importantes en Bulgarie. Je ne sais pas qui le savait avant la guerre en Ukraine, pas grand monde à mon avis. Voilà. Ce qui prouve quand même que s'intéresser un peu aux autres a de l'importance. Je vous rejoins entièrement. Sur la question du lexique, d'abord, j'ai surtout pas voulu m'appesantir sur une querelle de langage ou de lexique ici, dans un exposé liminaire. Vous avez raison de dire que les mots ont un sens. D'ailleurs, nous avons choisi ce titre ensemble, et ce n'est pas pour rien, et de manière parfaitement convergente sur l'objectif. Et nous avons rappelé, je crois, à de multiples reprises, qu'en l'état des traités, nous étions quand même dans une défense claire de l'intergouvernemental. Voilà, dans le cadre du Conseil. Donc, il me semble que notre ligne est assez claire. Sur l'Allemagne, Jean-Louis, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, simplement, pour rebondir sur quand même un mot sur le dernier sujet, il est clair que le terme d'autonomie stratégique européenne a pu, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, mais a pu créer un trouble chez pas mal de pays européens qui ont vu une volonté française de remplacer l'OTAN par une autonomie stratégique européenne et qu'ils l'ont perçu comme Europe versus OTAN. Si nous voulons être entendus dans les différents pays européens, très clairement, l'expression autonomie stratégique de l'Europe est beaucoup plus audible. Et ça rejoint aussi ce que disait Jean-Charles sur le fait qu'on doit être capable d'avoir une pensée décentrée. Si on veut convaincre un Polonais ou un Balte, on est bien, il faut aussi comprendre ce que sont leurs intérêts fondamentaux. Donc autonomie stratégique en Europe, ça met effectivement tout le monde d'accord. Sur nos amis allemands, oui, ils ont le même problème que nous. J'ai eu plusieurs fois des conversations avec le BDNV, qui est l'équivalent du J4, enfin du CIDEF, on va dire, chez nous. Ils sont confrontés au même problème de critères ESG auxquels ils sont confrontés, avec cette différence quand même, que les banques régionales, les différentes Landbanken soutiennent à fond les usines de leur territoire. Merci. Alors, pour rester dans le temps imparti, il faudrait se limiter à 4 minutes, questions et réponses incluses. Donc, chers collègues, je compte sur vous pour respecter le temps de 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Le groupe Modem se félicite de cet excellent rapport, très riche en analyses et en propositions, et félicite non pas un, mais les deux rapporteurs qui ont parfaitement bien travaillé. L'Europe, et particulièrement la France, s'était habituée à des besoins limités en matière militaire. La lutte contre les groupes terroristes et le risque de conflits de haute intensité imposent des besoins bien différents désormais. Précisément, le retour d'un conflit de haute intensité sur le territoire européen a montré notre double défaillance. D'une part, nos capacités limitées de production au sein de l'industrie de défense, et d'autre part, notre dépendance vis-à-vis de pays situés en dehors de l'Europe, en particulier, vous l'avez cité, les États-Unis ou encore la Corée. Je souhaiterais vous questionner sur la notion de profondeur stratégique à l'échelle européenne, plus particulièrement sur nos capacités de remobilisation et de densification des capacités industrielles. Pourriez-vous nous apporter des précisions à ce sujet? Je vous remercie. Voilà une question courte et profonde. Je ne sais pas qui souhaite y répondre. Le défi est d'y répondre de manière courte, parce que la question est courte, mais elle appelle des développements nombreux. Et je crois que tout le rapport, finalement, est une réponse à cette question. Peut-être partir du constat qu'en effet, c'est un peu plus de la géostratégie que de l'industrie, en l'occurrence. Mais c'est quand même important. Bon. Si on veut s'éviter demain, quelle que soit l'issue de la guerre en Ukraine, que la Russie ait des menées agressives dans les pays baltes, dans les Balkans, Moldavie, que sais-je, en Géorgie évidemment. Je pense que le facteur clé, c'est évidemment une volonté, mais c'est aussi un état de l'industrie. Aujourd'hui, ça remonte en puissance. Je ne suis pas sûr qu'en restant dans les étiages que nous avons aujourd'hui, même avec l'excellente LPM au plan des volumes, l'effort est significatif que nous avons voté, et même si tous les pays européens faisaient de même avec les efforts polonais, à supposer qu'ils aillent au bout, parce qu'on n'est pas certain quand même que budgétairement ce soit tenable,
Bon. On n'est pas tout à fait dans les purs. Là, c'est une réflexion personnelle. On n'est pas tout à fait dans les purs pour dissuader un pays qui a décidé de rétablir ses marches par la force et dans l'irrespect le plus total du droit international de le faire. En cas d'engagement majeur, nous, on a 20 000 hommes à projeter. Voilà. Et en termes de munitions et de matériel, l'attrition irait vite. Je ne reviens pas sur des rapports qui ont été faits, donnant des estimations à 1 semaine, à 10 jours, à 15 jours, sur un front de X kilomètres. Mais de fait, c'est insuffisant. Voilà. Donc il faut le faire ensemble. Donc de ce point de vue, ce que fait la Commission est quand même intéressant. Il manque, à mon avis, encore des volumes financiers importants. C'est pour ça qu'on est très en soutien, pour le coup, d'abonder un véritable fonds de fonds puissant, capable de faire remonter en puissance. Et alors après, pour moi, le sujet clé, quand même, ça va être les commandes étatiques. On va parler un peu de surnuméraire tout à l'heure, c'est intéressant. Mais c'était plutôt dans une logique d'export. Est-ce qu'on est capable d'avoir un format d'armée qui soit dissuasif? Est-ce qu'on est capable d'avoir une industrie qui, en l'absence de commandes, est capable de monter en puissance rapidement? Aujourd'hui, au plan géostratégique, la garantie de sécurité reste la profondeur stratégique, y compris dans sa dimension transatlantique. Sauf qu'effectivement, à chaque élection américaine, à chaque swing state américain, pardon, comme disait Jean-Louis, qui vacille, on joue notre sécurité au dé. Bon. Donc c'est ça l'enjeu. Donc je crois que tous les éléments de notre rapport, qu'ils soient de nature financière, qu'ils soient de nature réglementaire, qu'ils soient de nature incitative, vont dans le sens de renforcer cette industrie. Il faut passer, pas la 4e, la 5e et la 6e, et dans un pas de temps qui est court et qui, à mon avis, est lié à l'existence même de l'Europe et de nos démocraties. Un petit mot quand même pour compléter, je partage totalement ce que vient de dire mon co-rapporteur. 3 éléments à avoir en tête. Aujourd'hui, effectivement, pour avoir une profondeur stratégique, l'Europe a des dépenses que l'on connaît. Je veux simplement rappeler que pendant la guerre froide, nous étions tous autour de 3% du produit intérieur brut. Donc le problème se joue entre ce niveau-là, c'est-à-dire ce que nous avions dit dans la mission sur la haute intensité que nous avions fait. Deuxième point, un des éléments pour y parvenir, c'est peut-être de sortir du pacte de stabilité une partie des dépenses de défense. Autrefois, personne ne voulait en entendre parler. Aujourd'hui, on a un certain nombre de pays qui y sont favorables, et même les Allemands commencent à y réfléchir, parce qu'on sait qu'ils ont un fonds spécial, le Sondervermögen, mais qui s'arrête en 2027, et pour tenir les chiffres, ils ne sont pas sûrs d'y parvenir. Donc il y a aussi des possibilités d'évoluer. Enfin, sur la profondeur stratégique purement industrielle, c'est peut-être une chance, la fragmentation de l'industrie de défense qu'on évoquait tout à l'heure pour une part, c'est que comme on a beaucoup de sites, on est collectivement moins susceptible d'être victime de sabotage, par exemple. Voilà. Donc là, il y a un petit côté positif, voyons-le, résilience du fait d'être plus nombreux. Pour le groupe Horizon, la parole est à Anne Le Henonf. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, au nom du groupe Horizon et Apparentés, je tiens à vous féliciter pour ce rapport très éclairant, passionnant, et beaucoup de dynamisme dans la présentation qui capte nos esprits. Je vous remercie beaucoup pour cela. J'aimerais revenir sur la partie de votre rapport qui traite des défis des coopérations industrielles dans le domaine spatial, dans un contexte d'intérêts nationaux forts et l'essor de stratégies nationales concurrentes. L'Assemblée nationale a adopté le 5 mars dernier la proposition de résolution européenne relative à l'adoption d'une loi, d'un règlement européen sur l'espace, actant ainsi la nécessité de renforcer la coopération européenne dans le domaine spatial. Dans le rapport, page 32-33 pour être précise, il est dit qu'en dépit de cette nécessaire coopération, de lourdes divergences existent sur des projets majeurs tels que le projet de constellation de satellites européens souverains IRIS-2. Le gouvernement allemand, vous l'avez dit tout à l'heure, trouvant le projet, je cite entre guillemets, trop favorable aux intérêts industriels français. L'émergence d'une compétition intra-européenne renforce, à regret pour nous, la position dominante des États-Unis, qui concentrent plus de 3/4 des investissements dans l'économie spatiale. Vous formulez un certain nombre de recommandations dans votre rapport afin de lever les obstacles aux coopérations industrielles. Mais je souhaiterais avoir votre avis, à l'aune des nombreuses auditions que vous avez menées, sur les perspectives de ces coopérations européennes. Pensez-vous qu'à court ou moyen terme, on puisse apaiser cette rivalité entre pays européens et éventuellement arriver à concurrencer, on a le droit d'espérer, les États-Unis ou
sommes-nous finalement condamnés à en faire les frais? Merci. Merci. Non, simplement un mot, et puis mon collègue complétera, Jean-Charles complétera. Je ne suis pas résolument optimiste. Nous nous sommes bercés des illusions de la mondialisation heureuse et on croyait que le commerce et la concurrence résoudraient tout. Or, on sait que dans un certain nombre de secteurs, il y a des domaines stratégiques où on est bien obligé de mutualiser et d'avancer ensemble pour arriver à être un acteur majeur. C'est ce qui a permis notamment la réussite d'Ariane jusqu'à maintenant. À ce stade, j'ai malheureusement l'impression que sur le spatial, en raison notamment d'une volonté allemande et pas seulement allemande, on fait un peu le trajet en sens inverse. Et le résultat, à la fin, ça peut bien être que ce soit les Américains qui empochent la mise. Voilà, en quelques mots. Ouais, ce qu'on met en avant dans le rapport en termes de pistes, c'est de s'éviter au maximum le principe du retour géographique et d'instituer une préférence européenne nette pour les lanceurs, parce qu'en fait, on a vu quand même que pour des lancements institutionnels, l'Europe et les Européens avaient recours à SpaceX. Alors peut-être que c'est un expédient qui n'avait pas d'autres possibilités, mais je pense que dans un horizon de temps de moyen terme, on peut quand même avoir un espoir raisonnable. Je ne suis pas non plus d'un grand optimisme, hein, mais raisonnable, pour que cette préférence européenne puisse s'instituer. Ce n'est pas normal, je le répète, qu'un lancement institutionnel européen utilise SpaceX. C'est qu'il y a quand même un dysfonctionnement et qu'il y a eu un loupé. Bon. Sur le segment des lanceurs lourds, a priori, on ne sera pas sur de la concurrence intra-européenne. Bon, ça c'est déjà un élément. Effectivement, sur les autres segments, il est permis d'être un petit peu inquiet. Voilà. Et je crois que tout l'enjeu est d'aller suffisamment vite pour éviter que la technologie ne nous dépasse et ne nous relègue définitivement à l'arrière-plan de la conquête de l'espace, pour ainsi dire. Voilà un petit peu les remarques qui nous semblaient utiles de préciser. Merci. Pour le groupe socialiste, la parole est à Anna Pic. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les rapporteurs. Alors, évidemment, nous partageons l'essentiel du diagnostic, mais ça ne vous étonnera pas au regard des débats en cours que nous ne partageons pas absolument les propositions, et notamment parce qu'il reste cette ambiguïté sur la capacité, finalement, à porter une préférence européenne lorsqu'on utilise les termes communautarisation rampante, puisque je ne considère pas, moi, ce qui est quand même une dévaluation clairement du terme de communautarisation. Donc je considère effectivement que nous sommes sur un écart dans la proposition. Néanmoins, effectivement, il est évident que pas seulement à chaque élection américaine, mais parce que nous voyons que la stratégie américaine et les intérêts américains sont en train de profondément changer vis-à-vis du continent européen, nous allons nous poser la question de savoir l'avenir de l'OTAN et la manière dont nous pourrons nous y intégrer, aussi bien si c'est Trump, où là, nous avons un risque majeur, mais même si Joe Biden gagnait ces élections, je crois qu'il faut être conscient du fait que les intérêts américains ne sont plus les mêmes et que la question du titre qui a été posée là, je la repose à nouveau. Je pense qu'effectivement, nous savons que les pays européens, qu'un certain nombre de pays européens sont inquiets de cette idée de défense européenne. Néanmoins, aujourd'hui, nous ne pouvons que constater que nous sommes confrontés en Européens aux mêmes enjeux, pour la plupart, et que nous avons agi, que nous agissons de manière isolée, et que l'intergouvernementalité a évidemment provoque un apport clair, mais ça ne peut pas être une règle absolue, sinon à aboutir à ce que vous avez décrit, c'est-à-dire un millefeuille d'initiatives qui se font concurrence. Alors moi, je vois aussi sur le terrain une autre difficulté qu'on n'a pas évoquée là, c'est le fait que la plupart de nos PME, de nos sous-traitants, sont dépendants d'un seul
leader. Et comment pensez-vous que nous pouvons résoudre cette situation pour éviter que la baisse du leader, que une problématique sur un grand donneur d'ordre, finalement entraîne un départ de compétences massif sur l'ensemble d'un tissu industriel, des PME, TPE? Merci. Réponse courte, s'il vous plaît. Non, je pense qu'il y a un peu 3 dimensions dans votre question sur la vision. Enfin, il y a le projet, effectivement. Est-ce qu'on veut une Europe, une défense fédéralisée communautaire? Bon, là-dessus, non mais... oui, d'accord, mais il y a le projet, quoi. Il y a l'état des traités qui, en l'espèce, aujourd'hui, et c'est juridique, on voit une commission qui évolue à la marge, à la lisière des traités, c'était mon expression, et sincèrement, c'est limite. Voilà. Un commissaire à l'industrie de défense, ça rentre peu ou prou dans le champ marché intérieur. Un commissaire à la défense, c'est pas dans les traités. Voilà. Bon. Donc, il faut faire évoluer les traités dans ce cas-là. Pourquoi pas? Mais je doute qu'on ait un accord à 27 aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, il y a l'aspect pragmatique, pratique, qui fait que, sincèrement, on voit que des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. L'AED, ça marche bien, tout le monde nous le dit, voilà, pas de problème. La FEP, qui est plutôt communautaire, ça marche. Allons-y. Voilà. Moi, là, j'ai une approche plutôt pratique, notamment dans l'urgence de la guerre en Ukraine. Sur le projet à terme, je crois qu'il y a 2 sujets juridiques et en ordre et en matière de traité. Voilà. Merci. Et donc, je vais prendre la dernière intervention de groupe et nous aurons encore 4 questions derrière. La parole est à Yannick Favennec-Beko pour le groupe Lyot. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je félicite nos 2 rapporteurs pour les qualités de leur présentation et pour le travail qu'ils ont mené au fil des auditions tout au long de ces derniers mois. Compte tenu du temps qui m'est imparti, je vais limiter mon propos à un aspect de votre rapport. Et pour cela, je vais reprendre directement l'expression de votre rapport. Assumer une préférence européenne. Et notre groupe soutient pleinement, évidemment, cette logique. C'est le seul moyen pour préserver notre BITD et les centaines de milliers d'emplois qui y sont liés. De plus, acheter européen, c'est aussi éviter de tomber dans une situation de dépendance pour notre approvisionnement en matériel militaire. Alors j'ai une question qui est assez simple. Je voudrais savoir si actuellement l'argent du contribuable européen est exclusivement fléché ou non vers les industries européennes. Concrètement, est-ce que l'on dépense européen ou au contraire, est-ce que des outils comme la FEP, Facilité européenne pour la paix, peuvent être dévoyés pour financer des achats d'équipements ou de munitions à des pays tiers? Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, il faut distinguer entre l'acquisition d'urgence et l'acquisition de long terme. L'acquisition d'urgence, très clairement, il y a une partie des fonds FEP qui servent à acheter du matériel extra-communautaire. Et par exemple, la proposition tchèque que vous avez suivie concernant les obus, quand on a des Ukrainiens qui sont sous les bombes, on ne va pas dire on veut que ce soit nos industriels et on les laisse sous les bombes. Donc sur le court terme, oui, il y a de l'argent européen qui sert à acheter des produits extra-communautaires. Après, la vraie question à se poser, c'est la question du moyen long terme de ce qu'on va faire en européen. Et là, évidemment, nous tenons absolument que ce qui est financé en européen soit acheté en européen. Alors après, la question, c'est comment on définit une entreprise européenne. Une entreprise européenne, c'est clairement quand le capital est européen et que la direction est européenne, il n'y a pas de problème. Quand le capital est étranger ou partiellement étranger, que la direction, la conception, la recherche et développement sont européens, comment on le positionne? Il y a un vrai débat. Et c'est là où on peut avoir des outils, les golden shares, etc., qui peuvent assurer que la possession capitalistique n'empêche pas d'être une entreprise européenne. On perd, par exemple, les Suédois, SAB, on sait bien que l'actionnariat n'est pas intracommunautaire, on perd la Suède dans toutes les coopérations. Si on dit, à partir du moment où le capital n'est pas suédois ou européen, vous ne pouvez pas en bénéficier. Dernier point, les financements, et c'est vraiment une proposition à laquelle on tient, n'ont pas vocation à aller à des entreprises qui acceptent exclusivement un rôle de sous-traitant. On n'est pas là pour indirectement renforcer d'autres BITD. Un très court complément sur les flux monétaires. Il est inacceptable que les Européens payent 3 fois. On a de l'épargne en France, l'épargne française s'investit dans des fonds de pension américains, qui va s'investir dans l'industrie américaine, et les Européens achètent du matériel américain. Ça, c'est plus possible. Voilà. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on veut travailler pour flécher l'épargne collective vers le financement de l'industrie de défense. Je ne reviens pas sur les outils qu'on a évoqués, mais ça pour moi c'est vraiment le point clé. Je crois qu'il est entièrement partagé par Jean-Louis. Ces flux monétaires-là, au détriment du continent européen, doivent être absolument contestés et circonscrits.
Merci. J'ai été saisi de 4 questions complémentaires et je vous propose donc de donner 1 minute à chacun. Dans les 10 minutes qui nous restent, la parole est à Mounir Bellamiti. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, merci pour votre travail, pour votre rapport. Monsieur Nicodot également, que je remercie, que je salue par ailleurs. Vous avez parlé d'autonomie stratégique de l'Europe, en Europe. Ce n'est pas seulement la somme des autonomies stratégiques des pays de l'Union européenne. C'est aussi notre capacité en commun à construire une BITD européenne. C'est par là que ça passe. Et en la matière, il y a un mécanisme qui s'appelle EDIP, que vous avez cité, qui est en cours de mise en place, qui a pour but de faciliter, d'accélérer cette BITD européenne. Alors, le problème, c'est que il n'y a pas aujourd'hui, et vous l'avez dit, cher Jean-Louis, qu'il n'y a pas de mécanisme de contrôle ou de consensus européen sur ce qu'est une BITD, en tout cas une industrie européenne. Et donc, je m'interroge sur notre capacité à faire entendre notre voix, de notre capacité à faire respecter cette voix dès lors qu'elle est communément admise, et sinon une autre voie si toutefois ce dispositif était un échec, et notamment la voie de l'assouplissement des règlements intra-européens, enfin intranationaux, et le renforcement des coopérations multilatérales à l'extérieur de ces dispositifs. Comment vous voyez les choses ? En gros, quel point on a pour emmener tout le monde dans la direction que nous souhaitons ? Merci. La parole est à Pierre Cordier, que nous accueillons avec plaisir dans notre commission. Merci, Monsieur le Président. Je tenais vraiment effectivement à être présent, même si j'ai suivi la première partie de l'intervention dans mon bureau et saluer les interventions des 2 co-rapporteurs. Très rapidement, c'est plus un témoignage, Monsieur le Président, mais aussi 2 remarques. Tout d'abord, moi je suis élu d'un département très industriel où il y a de la forge traditionnelle, de l'estampage, de la fonderie. Aujourd'hui, avec la transition moteur électrique, moteur thermique, il y a des gros problèmes au niveau de la production dans ces entreprises, puisque dans un moteur thermique, il y a 200 pièces et que dans un moteur électrique, il y en a 100. Donc vous imaginez pour des entreprises de cette nature la manière dont les choses peuvent se passer en matière de production. Et donc il y a une possibilité effectivement de bifurquer, si vous me passez l'expression, en direction de l'industrie militaire. Et donc vous transmettre ce témoignage, puisque à l'occasion d'un échange avec le cabinet du ministre que je veux saluer sur sa réactivité, il y a eu des contacts très rapides en direction de ces entreprises par la DGA pour leur dire qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour nous très rapidement, puisqu'il y a un certain nombre de difficultés d'approvisionnement en pièces, notamment, comme je l'ai dit, forge, estampage, fonderie. Donc saluer le travail de la DGA, même si on attend un petit peu les réponses et que les industriels les attendent. Et puis la question du financement, puisqu'il arrive qu'il y ait des productions de pièces en nombre important, mais parfois c'est aussi des niches avec quelques pièces pour des véhicules blindés et autres. Et donc c'est des investissements très importants pour finalement une production limitée. Donc pour ces PMI, ETI, il y a nécessité d'un soutien de l'État, soit BPI, soit l'État de manière directe pour les investissements dont ont besoin ces chefs d'entreprise pour produire rapidement. Voilà simplement ce que je voulais évoquer en vous remerciant. Témoignage très intéressant, d'autant plus que l'industrie automobile sait gérer la masse. Une industrie de défense, c'est quelques centaines de véhicules par an. L'industrie automobile, la moindre usine, c'est quelques centaines de milliers de véhicules par an. Donc il y a un rapport de... Voilà. La parole est à Lisiane Métayer et ensuite à Jean-Philippe Ardant. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs. Dans la page 28 de votre rapport, vous mettez en lumière la nécessité de développer en coopération des programmes d'armement afin de réduire les coûts et booster la productivité. Cependant, l'histoire de l'aéronautique militaire européenne laisse à croire le contraire. Et je rappellerai en fait dans les années 80 que les grands pays européens entreprennent de se concerter sur la définition d'un avion de combat tactique. Et toutefois, dans ce contexte, la France va faire cavalier seule, car elle ne voulait pas, en fait, les caractéristiques des Anglais ne correspondaient pas à ses attentes. 15 ans après, donc 2 avions, le Rafale français et l'Eurofighter. L'Eurofighter construit par le consortium, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne. L'Eurofighter est un échec qui a coûté très cher, 1,5 fois plus que le Rafale, et alors qu'il était produit dans 4 pays et sur 4 chaînes d'assemblage. Cette expérience montre que quand il s'agit d'œuvrer pour l'industrie européenne de défense, le sentiment national prévaut, car chaque État membre s'attend à ce qu'il y ait des retombées économiques, industrielles pour ces entreprises nationales.
Qu'en est-il aujourd'hui? Ne pensez-vous pas que cette situation pourrait toujours dissuader certains États membres de l'UE de développer en coopération, ou de l'Europe, comme ça a été précisé au départ, de développer en coopération des programmes militaires de grande envergure et impliquant plus de 2 pays? Si oui, selon quelles modalités, pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise? Merci. Merci. Enfin, la parole est à Jean-Philippe Pardon. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour votre travail sur un sujet aussi difficile et important et qui nécessitait à l'évidence d'éviter les jugements trop hâtifs. Dès 2017, le Président de la République a fait de l'Union européenne une priorité politique et de l'autonomie stratégique son principe clé. Bien qu'aujourd'hui il ne se limite pas qu'au domaine de la défense, ce concept puise en effet ses racines dans une redéfinition d'une stratégie militaire. Je partage avec vous de nombreux constats, notamment sur le fait que la guerre en Ukraine a été le catalyseur d'un changement de contexte stratégique en Europe. En cette fin d'année 2024, l'éventuelle élection de M. Donald Trump constituerait également, comme cela fut le cas en 2016, un tournant majeur pour l'Union européenne. Chers collègues, dans le cadre de vos déplacements, et notamment à Varsovie, j'aurais aimé avoir votre sentiment sur la position adoptée par notre voisin polonais et plus largement aux États situés à l'est de l'Union européenne quant à leur volonté de devenir des acteurs majeurs de la mise en œuvre d'une véritable capacité de défense européenne. Je vous remercie. Merci. Et chers collègues, il vous reste désormais 2 minutes chacun environ pour répondre et conclure. Dans l'ordre, Monsieur Bellamiti, oui, vous pointez un vrai sujet quand vous dites que faire prévaloir une position française en matière de ce qui est européen ou ce qui ne l'est pas est un combat. Voilà. J'ai en mémoire des discussions épiques rapportées par des collègues du vote au Conseil, des amis diplomates, sur EDIRPA, par exemple. Bon. Et l'aboutissement n'est pas toujours l'optimum français, par définition. On est dans une logique tout de même, fut-elle intergouvernementale, collective. Bon. Donc, c'est pas facile, c'est un vrai sujet. J'ai presque envie de faire une remarque politique, même si c'était pas trop l'angle de ce rapport, c'est de dire qu'à un moment, ça joue dans des trilogues, ça joue avec le Parlement européen, et que donc il est peut-être urgent de s'intéresser à des partis qui ont quelques idées claires sur la façon de peser réellement au Parlement européen en matière de défense européenne. Voilà. Pas d'autres réponses sur les autres éléments. Comment vous souhaitez vous répartir? Là, je pensais qu'on faisait... Bon, enfin, vous avez 2 minutes chacun. Bon, je laisse M. Cordier au bon soin de M. Thiriot, parce que artisanat versus industrie de masse automobile, il y a plein de choses à dire, c'est passionnant, et je souscris totalement à vos commentaires. Bon, Madame Métayer, Lisiane, chère Lisiane, l'aéronautique, bon, oui, une coopération... c'est d'abord des besoins convergents, c'est des calendriers convergents, c'est ensuite un calcul par rapport à ces besoins et ce calendrier sur des coûts accrus de coordination dans le moment de préparation du programme, parce que c'est sûr que construire un avion à 2, à 3, à 4 ou à 5, ça coûte plus cher en termes d'aller-retour et de coûts de coordination que de le construire tout seul. Bon. Après, la plus-value, évidemment, elle est regardez du côté de la capacité à acquérir des briques technologiques que nous ne pourrions pas acquérir seuls parce que ça coûte trop cher en développement, et ensuite dans la capacité à acquérir une flotte plus standardisée avec une taille critique qui permette d'avoir des matériels au meilleur niveau et en nombre suffisant. Donc le pari qui est fait quand on pense SCAF, c'est de se dire que tout seul on aura du mal à développer un système de ce type et à financer un programme de ce type. Mais qu'à 2, 3, 4 pays, il est possible d'envisager d'acheter plusieurs unités en nombre suffisant, etc. La question que je me pose quand même par rapport à tout ça, c'est pas tellement sur l'opportunité de la coopération versus le programme national, c'est est-ce que à l'horizon 2030-2040, donc l'horizon de temps pertinent pour acheter ces matériels, au regard du coût unitaire de chaque bête, pour ainsi dire, on arrivera à avoir des flottes qui sont à un format satisfaisant. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe. Et donc, ouais, je suis trop long. Ça suppose quand même de penser dans l'intervalle des évolutions de ce qu'on a, par exemple le Rafale, et de penser l'exportabilité. Ben oui, voilà, c'est le point clé. Très bien. Je suis trop long. Ouais.
Oui, pratiquement rien à ajouter. Simplement, sur le ton de la boutade, on dit que le coût total d'une coopération, c'est le coût normal racine carrée du nombre de participants. Donc, c'est une réalité qui se... Je frime, non mais je vérifiais la formule, j'assume. Mais à diviser par le nombre de participants, c'est racine de n sur n. J'assume de frimer. Toujours est-il que, oui, bien sûr, ça coûte plus cher. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut le faire sans coopération? Effectivement, la piste de sortie, ce sont les exportations. Moi, je veux répondre sur le sujet Pologne, où effectivement, l'accueil que nous avons reçu de nos amis polonais a été très intéressant, et pour moi d'autant plus intéressant que j'y étais il y a 1 an et demi ou 2 ans, au moins il y a 1 an et demi, quand j'avais fait la mission sur la défense solaire. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable recul et où on peut voir les nuances. Premier élément, il y a 1 an et demi, nos amis polonais étaient absolument convaincus du lien indéfectible avec les États-Unis et que de toute façon, le parapluie militaire américain serait toujours là pour les garantir. Aujourd'hui, avec l'argument de toute façon, un Trump ne sera peut-être pas élu. Deuxièmement, même si Trump est élu, le deep state américain fait que de toute façon, il ne se passera rien. On n'a plus du tout le même discours. On a une conscience claire à la fois des effets court terme d'une éventuelle élection de Trump, mais surtout du pivot américain vers l'Asie, qui est vraiment un phénomène structurant dont ils sont conscients. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie appétence à un rapprochement avec les autres pays européens, où l'Europe prenne une part plus importante à sa propre défense. Une appétence aussi à travailler davantage avec la France, que l'on ressent fortement, et quand j'évoquais éventuellement avoir une coopération stratégique durable en étant sur place, ça ne serait vraiment pas absurde, et des perspectives de coopération industrielle. Je pense notamment à ce qui nous a été régulièrement dit en matière de sous-marins type Skorpen. Après, la Pologne est un grand pays. La Pologne a une tradition industrielle forte. Donc ça veut dire que l'idée, ça n'est pas uniquement d'avoir une présence française qui vende, mais ça veut vraiment dire développer des partenariats. De toute façon, on aura une BITD européenne que si les pays y ont leur intérêt. J'achève sur l'Ardenne quand même. Oui, mais c'est la forêt d'Ardenne, donc c'est singulier aussi. Écoutez, je viens de lire Un balcon en forêt de Julien Gracq, donc j'étais plongé dans ce magnifique territoire. Je pense que la question que vous posez sur ces PME qui doivent faire une transition en sortant de l'automobile, c'est absolument vital. Et ça veut dire que le vrai combat pour y parvenir, c'est la réactivité de la DGA. Mais je crois honnêtement que la DGA est vraiment active. Moi, j'ai plutôt de bons retours. Mais c'est aussi le financement pour les PME, parce que c'est typiquement là, si vous devez investir dans une machine-outil, c'est de l'épargne longue, la rentabilité ne sera pas immédiate, et donc ça veut bien dire qu'il faut des financements long terme, voire des financements en capital sur une petite structure spécialisée dans la défense. Et ça revient vraiment au cœur du combat qu'on veut porter dans ce rapport. Monsieur Larsonneur, vous souhaitez vraiment conclure? Ouais, conclusion et complément sur Varsovie. J'abonde et je souscris complètement aux propos de Jean-Louis. Ce qui est frappant, en fait, c'est que ce qui nous a été dit très clairement par beaucoup d'interlocuteurs là-bas, au-delà des évolutions historiques depuis quelques années qui sont très nettes, c'est que oui, pour acheter sur du court terme, y compris en Corée, sur des grosses commandes, mais parce qu'on n'avait pas le choix, disait-il. En revanche, sur le long terme, ce que nous souhaitons, nous, Pologne, c'est précisément construire une autonomie stratégique et avoir une BITD locale. Et aidez-nous, France, à la construire, avec du retour local. Et de ce point de vue, le caractère démonstratif de tout ce qu'on pourrait faire en termes de présence militaire sur place serait, à mon avis, très significatif. Donc, oui, à la brigade ou peut-être au GTIA à Foch ou à la brigade ou au GTIA de Gaulle, parce qu'on voit bien qu'en Roumanie, même si ça ne débouche pas toujours sur du capacitaire ou d'industriel, ou découpage industriel, mais en Roumanie ou aux pays baltes, cette présence visible, et notamment avec des choses un peu démonstratives comme de l'engin blindé mécanisé, ça fait la différence. Voilà. Merci, messieurs les rapporteurs, pour votre important travail. Il nous reste à voter l'autorisation de publication de ce rapport. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Eh bien, écoutez, merci. Ce rapport sera publié
Mes chers collègues, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 9 h pour notre prochaine audition. Bon appétit à tous. Il y a tellement de choses à dire qu'on a été un peu long. Ah, pas du tout.